Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. La thématique du jour, une thématique nouvelle qu'on aborde avec Garance et moi, donc qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui avec nous sur la mise en œuvre d'une activité de bilan de compétences et sur le financement de cette même activité. Alors, on va passer après à la présentation des intervenants. Je vais rappeler quelques gestes pour assurer un webinaire réussi. Donc, on a 4 gestes. Le premier est de couper son téléphone, ou en tout cas à minima, de le mettre en mode silencieux pour éviter les sonneries ou même d'avoir l'écran qui s'allume et d'être tenté de regarder ce qui se passe sur le petit écran. Le second geste va de pair avec le troisième qui concerne l'utilisation des onglets que vous avez à votre disposition, à savoir l'utilisation de la fonctionnalité chat qui vous permet d'interagir avec nous, hein, comme je vois déjà quelques messages. Donc bonjour à Valérie déjà qui est présente avec nous. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Cet onglet est prévu pour nous faire part de vos remarques et l'onglet questions, cette fois-ci, vous permet de nous faire parvenir les interrogations que vous avez, notamment pour revenir sur des notions que vous n'avez pas comprises sur différentes parties des slides. Donc faites bien la distinction entre l'onglet questions et l'onglet chat, puisqu'on pourra avoir une modération plus efficace et donner la parole aux personnes qui souhaitent avoir des informations précises. Et enfin, quatrième et dernier point qui concerne votre concentration en tant que professionnel de la formation et du conseil. Je pense que c'est déjà une qualité que vous avez, donc je vous demande de l'appliquer sur ce webinaire puisqu'on va diffuser du contenu audio et au niveau visuel, donc restez focus dessus et on pourra fluidifier la présentation. Alors, maintenant que les gestes ont été présentés, alors voici donc les différents intervenants du jour. Garance et moi avec Garance et Johan et également avec François, donc comme d'habitude avec nos webinaires. Donc Garance, je te laisse l'honneur. Peux-tu te présenter? Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup François Thomas de l'ICPF pour cette invitation. On est vraiment ravis, Johan et moi-même, d'être là aujourd'hui pour vous parler du bilan de compétences et de Calliope, bien sûr. Alors pour ma part, je dirige un centre de bilan de compétences depuis 2011, Garance et moi, qui est vraiment dédié à l'accompagnement des transitions, des reconversions professionnelles. On a une vraie expertise sur le bilan de compétences, on va bien sûr vous en parler. Et par ailleurs, je suis à titre personnel secrétaire général des acteurs de la compétence, qui est la plus grosse fédération du secteur de la formation. Voilà pour ma part. Donc Johan, peux-tu te présenter à ton tour? Oui, donc bonjour et merci l'ICPF pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Johan Vidalin, je suis directeur pédagogique qualité chez Garance et moi. Donc moi, je travaille depuis un peu plus d'un an maintenant avec Garance et l'équipe. Moi, j'ai en charge, on va dire, la partie pédagogique, c'est-à-dire la création, la modification, la mise à jour, le développement de nouvelles offres de formation, bien sûr. Et j'ai également, dans mon périmètre, Calliope, dont on va évidemment parler pendant ce webinaire. Merci. Et enfin, François, peux-tu te présenter? Alors, François Gallinou, les présidents du CPF, les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Je continue à travailler au sein des commissions AFNOR et ISO pour élaborer des normes nationales et internationales en formation professionnelle, des normes qualité. Et je suis entrepreneur depuis 1990, donc la fin approche. Et pour ma part, Thomas Talby, donc je fais partie de l'équipe ICPF depuis presque 3 ans maintenant. Mon rôle aujourd'hui est celui d'animateur, donc je vais pouvoir assurer la diffusion de l'ensemble du contenu et aussi vous donner la parole, puisque le but est qu'on ait un réel échange sur la présentation, que vous nous fassiez parvenir vos questions et qu'il y ait une compréhension optimale sur le sujet du jour, du bilan de compétences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente le plan de la présentation qui va se diviser en 6 parties. Une présentation de ICPF, ensuite Garance et moi. Troisième partie sur le bilan de compétences, qu'est-ce que c'est? Ensuite, quatrième partie, la certification Calliope sur la dimension audit initial ou audit d'extension en fonction de notre position dans le parcours. Cinquième partie sur l'accès au financement. Et enfin, cinquième et dernière partie sur les questions-réponses. Donc, je vous informe déjà qu'il est possible de poser vos questions tout au long de la présentation. On ne va pas attendre cette sixième partie pour les aborder. Lorsque vous avez une question, intégrez-la dans l'onglet correspondant. Et si on a l'occasion de le faire, on va l'aborder tout de suite. Sinon, on gardera ça pour la fin.
Alors, on va maintenant rentrer du coup dans le contenu. François, donc où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF et quelles sont les valeurs pour nos certifiés? Alors, ICPF, c'est avant tout un positionnement sur la qualité de la formation depuis 1995. Nous sommes aujourd'hui l'acteur reconnu de la qualité de la formation. Et on a été amené, le succès après nous a amené à digitaliser notre activité et notamment à concevoir à partir de 2017 une plateforme digitale qui fait de nous le Deliveroo de la certification qualité. Donc alors pour nos clients, ça facilite énormément le travail et le suivi, l'obtention d'une certification qualité, avec toutes les opérations se font via la plateforme et vous bénéficiez d'un service client qui va permettre de tracer toutes vos demandes. Voilà. Aujourd'hui, CPF, c'est environ 7000 clients et un auditeur à 90 minutes de tout organisme de formation français, y compris dans les territoires outre-mer. Alors, au-delà de ces valeurs, François, sur quelles solutions peut-on accompagner aujourd'hui nos clients? Alors, historiquement, historiquement, ICPF a toujours fait en sorte d'accompagner ses clients dans le passage d'un obstacle majeur en termes de qualité de formation. Donc là, aujourd'hui, l'obstacle majeur, c'est Calliope. Et on a ajouté deux autres offres. Une offre ICPF Pro qui permet de valoriser le professionnalisme de l'intervenant, qui est une certification qui aurait été très pertinente dans le cas de la sous-traitance, en l'occurrence beaucoup plus pertinente que de demander à des intervenants sous-traitants d'avoir Calliope. Et on propose aussi pour des organismes qui veulent aller plus loin dans la qualité que Calliope, des certifications ISO 9001 ou ISO 9001, ISO 21001. Donc ça, c'est notre offre de certification standard qui existe sur le marché. Alors après, on peut concevoir des systèmes ou des référentiels qualité. Par exemple, on est en train de concevoir pour un ensemble de grandes entreprises un système de certification professionnelle qui va permettre de nous transmettre des évaluations de compétences et ICPF va émettre des certificats de compétences. Voilà. Alors après et avant la certification, on propose des prestations de préaudit et d'élaboration. Et après, on propose des audits de surveillance, de renouvellement, d'extension et de transfert. On abordera d'ailleurs plus en détail les notions d'extension et de transfert, puisqu'il y a un lien avec la thématique du jour, donc sur l'activité de bilan de compétences. Donc on va passer maintenant à la présentation de l'activité de Garance et moi, donc Garance et Johan, on va voir en fonction de qui présente quoi. Pouvez-vous nous présenter donc votre activité aujourd'hui? Oui, absolument. Merci Thomas. Donc, l'équipe de Garance et moi, c'est 45 coachs et formatrices. Hein. Vous le savez, on est vraiment dédié à l'accompagnement des transitions pro. Donc, nous avons des coachs pour le faire. C'est aussi une équipe à la pointe de l'innovation pédagogique, sachant que l'ensemble de nos offres se font 100% à distance. Donc, on a vraiment une offre digitale, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble du territoire, voire même parfois à l'international. Donc, on est 50 personnes convaincues que l'accompagnement des transitions pro, c'est un véritable sujet de société. Il y a un actif sur deux aujourd'hui qui veut se reconvertir, donc autant vous dire beaucoup de monde. Et donc, il faut bien sûr accompagner correctement ces personnes dans leur reconversion. Et on est là pour ça aujourd'hui, pour vous expliquer comment on le fait. Donc, on est connu sur le marché. D'abord, on est adhérent aux acteurs de la compétence. J'en ai parlé brièvement en introduction. Les acteurs de la compétence, c'est une fédération professionnelle donc qui permet de discuter avec l'ensemble de l'écosystème politique et institutionnel sur les sujets de formation. Bien évidemment, nous sommes certifiés Calliope, on est éligible au CPF et nous avons également une certification enregistrée auprès de France Compétences qui s'appelle Accompagner les transitions professionnelles, qui a pour but de former et de certifier des professionnels de l'accompagnement.
La mission, elle est claire, elle est d'accompagner les personnes dans leur épanouissement professionnel et on fait ça de 4 façons. D'abord grâce au bilan de compétences qui est vraiment notre cœur d'activité historique. On a démarré chez Garance et moi en 2011 avec ce bilan de compétences qu'on a néanmoins réinventé. D'abord parce que, je le disais, on l'a digitalisé. Donc, on a fait partie des premiers acteurs à digitaliser cet accompagnement. Et par ailleurs, sur la partie bilan de compétences, on a une spécificité qui est l'accompagnement des carrières féminines. Il y a sûrement des femmes aujourd'hui qui nous écoutent et elles sont confrontées la plupart du temps à des problématiques spécifiques, les écarts de rémunération, l'impact de la maternité, l'articulation vie pro-vie perso, etc., etc. Donc, on répond au travers de ce bilan de compétences aux problématiques que les femmes rencontrent. Deuxième offre, cette formation certifiante accompagner les transitions professionnelles qui a vraiment pour but de former, de certifier des professionnels de l'accompagnement. Les standards du marché se sont nettement élevés ces derniers temps et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de professionnels qui font du bilan de compétences, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc nous, grâce à ce titre, on forme et on certifie, ce qui fait qu'on est vraiment reconnu par l'ensemble de l'écosystème. On a des partenariats, par exemple, avec Manpower pour former des CEP. On forme évidemment des consultants bilan de compétences, la VAE, enfin en tout cas sur l'ensemble des dispositifs qui permettent d'accompagner les transitions professionnelles. Troisième offre, on forme à la création, à la reprise d'entreprise. Donc c'est dans la suite logique de nos accompagnements puisque la création d'entreprise fait également partie des demandes, des tendances de reconversion. Et enfin, on accompagne à l'obtention de Calliope. Donc évidemment, nous ne sommes pas certificateurs, mais on forme et on accompagne à l'obtention de cette certification puisque par le biais de notre formation certifiante où on forme à peu près 400 personnes par an, eh bien beaucoup de nos stagiaires se retrouvent en difficulté quand il s'agit d'obtenir la certification Calliope. Donc on est vraiment là pour les aider à préparer les audits et bien sûr à obtenir la certification. Bien, merci Garance, très clair pour cette présentation synthétique de votre activité. Maintenant, faire la transition sur celle du bilan de compétences de manière plus générale. J'ai une question à Garance avant. Qu'est-ce que ça apporte d'être adhérente de la fédération ? Alors, être adhérente à la fédération, alors déjà, ça répond aux critères de la veille, Calliope, mais au-delà de ça, c'est vraiment pour le coup un engagement à la fois personnel, mais qui est partagé avec l'ensemble de mes collaborateurs. L'objectif, c'est vraiment d'œuvrer, de participer, de co-construire à l'évolution du secteur de la formation. Et je vous donne une illustration très précise. Quand la Caisse des dépôts a fait un certain nombre de contrôles sur le bilan de compétences, comme ils ont pu le faire sur l'accompagnement à la création d'entreprise, nous, on les a aidés aussi à réfléchir finalement à qu'est-ce qui était un bon bilan de compétences, quels sont les critères qui sont des critères de qualité pour déterminer finalement comment on détermine, comment on estime qu'un professionnel de bilan de compétences va être pertinent ou non. Donc, le but, c'est vraiment de participer, d'œuvrer sur l'ensemble des sujets de la formation grâce à la fédération. Et finalement, avoir des informations un peu en avance de phase aussi par rapport au marché. Absolument, absolument. Merci. Alors, avant de te redonner du coup la parole sur la partie présentation, Garance, je réponds à une question qui a été posée dans le chat. Donc, 2 personnes se demandent si elles pourraient récupérer le webinaire déjà sur format replay et également avec la présentation. Donc, la réponse est oui. Pour cela, il faudra récupérer le lien qui vous sera transmis par le questionnaire de satisfaction. Donc, il vous sera envoyé par email à la fin de la diffusion. Donc, en complétant le questionnaire, vous avez 2 liens qui vous seront communiqués. Donc, vous pourrez retrouver les 2 éléments. Donc, Garance, je te rends donc la parole sur l'activité du bilan de compétences. Est-ce que tu peux préciser, Thomas, qu'en fait, il y a un onglet chat et un onglet questions, parce que je vois il y a déjà 6 questions sur l'onglet chat. Oui, tout à fait.
Donc, notamment des questions qui ont été posées dans le chat, peut-être des personnes qui sont arrivées en retard, qui n'ont pas entendu sur l'introduction. Vous Ouais. avez deux onglets différents, un onglet chat qui vous permet plutôt d'utiliser pour les remarques, et un autre onglet questions, donc qui serait plus pertinent pour envoyer vos questions. Et de cette manière, on pourra mieux prioriser les réponses, d'autant plus que vous avez la possibilité entre intervenants de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Donc de cette manière, plus une question aura de vote, plus on pourra y répondre rapidement. Donc voilà, pour les personnes qui auraient posé des questions dans le chat, les reporter dans le bon onglet pour qu'on puisse aussi donner la parole aux autres qui seraient intéressés par les réponses. On va voir si tu es un bon formateur, Thomas. Oui, peut-être. On va voir, on va voir. Je vois déjà qu'il y a des questions qui arrivent. Donc Garance, peux-tu nous présenter donc au niveau du contexte l'activité de bilan de compétences? Oui, en effet, je vais déjà vous donner quelques chiffres clés qui vous dressent un panorama un peu global du bilan de compétences dans le secteur de la formation. Donc déjà, il faut savoir que le bilan de compétences, c'est la 4e action de formation financée par le CPF, c'est la 4e place des formations au global financées par le CPF, donc c'est absolument pas négligeable. Par ailleurs, 89% des bilans de compétences sont financés par le CPF, le reste des financements étant France Travail, l'employeur parfois, des financements personnels. 100 000 bilans de compétences par an financés via le CPF. Donc évidemment, ce n'est pas la totalité des bilans puisque d'autres bilans de compétences ont d'autres sources de financement, mais voilà, ça vous donne quand même la majorité, le nombre principal de bilans de compétences par an. Johan ? Et pour information, il y a 5 ans, on était à seulement 30 000 euros de bilan, 30 000 bilans de compétences par an. Donc ça ah oui, énorme. Un peu la tendance qu'il y a pu avoir sur les 5 dernières années. Et c'est pas si étonnant que ça quand on voit qu'on parle énormément de reconversion professionnelle ces dernières années. Et je pense qu'il y a eu un effet Covid aussi très important. Absolument, c'est le reflet du chiffre que je vous donnais précédemment, un actif sur 2 qui veut se reconvertir contre 1 sur 4 avant le Covid. Donc on voit bien que les envies ou les besoins en reconversion n'ont jamais été aussi forts et ça se traduit en effet par ces bilans de compétences financés principalement par le CPF. Ah mais c'est impressionnant quand même parce que ça veut dire que les OPCO ont complètement délaissé ce terrain-là en fait. En fait, les OPCO, ça passe par l'employeur et les bilans de compétences sont majoritairement demandés sans l'accord de l'employeur, ce qui est assez logique. Quand on fait un bilan de compétences, c'est qu'on veut a priori changer de secteur, de métier, de voie professionnelle et on n'a pas toujours envie d'en parler à son entreprise. Donc, c'est assez naturel que, en effet, les actifs utilisent leur CPF pour financer leur bilan et que ça passe pas par un financement employeur et donc par l'OPCO par voie de conséquence. Et on a donc là, si je comprends bien, c'est en croissance forte et on a une prévision à 2-3 ans du nombre de bilans de compétences. Ça s'est un peu stabilisé, Johan le confirmera, mais ça s'est un peu stabilisé. Enfin, on a une très forte croissance depuis 3-4 ans que c'est assez logique que ça se stabilise, mais je crois que tu vas le confirmer. Oui, c'est ça, on est à peu près à 100 000 sur les 2 dernières années. Alors après, il y a eu des petits effets de bord comme l'impact de l'identité numérique sur mon compte formation, dernièrement le reste à charge, et puis plus globalement un peu le contexte délétère qu'il y a eu sur le CPF, notamment les fraudes. Je pense que ça a aussi un peu ravisé certaines personnes par rapport au choix de passer à l'action. Donc, je pense que c'est ça aussi qui explique. Et puis aussi, à un moment donné, on atteint forcément un plafond et on peut estimer que 100 000 bilans de compétences par an, c'est déjà pas mal. C'est compliqué après d'aller chercher 10, 20, 30 000 de plus. Oui, mais rapporté à 20 millions d'actifs, voilà. Enfin, le nombre de salariés qui font des transitions professionnelles est certainement supérieur à 100 000 personnes. C'est très largement supérieur. Ça doit être 2 millions ou 2 ou 3 millions de personnes qui transitent tous les ans. Mais il n'y a pas que le bilan de compétences, il y a d'autres dispositifs qui existent, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Il y a d'autres dispositifs évidemment que le bilan. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est la tendance. Et en effet, cette tendance va continuer à s'accélérer. Vous connaissez tous le sujet, l'obsolescence des compétences, l'impact de l'intelligence artificielle, le fait que les métiers se transforment beaucoup plus vite. Donc, on va toutes et tous être amenés à se reconvertir 1 fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie professionnelle. Moi, j'espère que non, parce que…
Jusqu'à un certain point peut-être. Hein, Et j'espère encore, que et non, encore. mais c'est Nous, bien. on sort bientôt un bilan, et sans Voilà. offense aucune, François, on sort bientôt un bilan de compétences seniors, parce qu'on sait très Voilà. bien que la troisième partie de Pour, carrière, elle est absolument primordiale, et ça alors, nécessite. conversion pêcheur à la ligne ou voilà, des choses comme ça, je veux bien. Un truc plus tranquille. Oui, voilà, un truc plus tranquille. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce on part, c'est un marché qui ça, enfin, dans mon, je vais jouer les anciens, mais moi j'ai commencé à travailler au début des années 80, ça existait déjà, mais c'était très institutionnalisé et très, c'était c'était des grandes boîtes. Microsoft proposait de faire un bilan de compétences et c'était plus cher que ça d'ailleurs, dans mon souvenir. Ouais. C'était plus long, ça durait 3 mois, hein, voilà, et c'était un truc quoi. Dans une vie professionnelle, c'était pas une étape. Voilà, c'était vraiment un truc quoi. Et c'était plutôt les cadres qui faisaient ça, il me semble. Voilà. Là, c'est vrai Et que le CPF a permis vraiment de démocratiser l'accès au bilan, hein. C'est évident que alors, les prix ont complètement, baissé ouais. et du coup, puis c'est pris en charge par le CPF. Donc, il y a quand même, ça enlève ce frein financier et puis ça a permis vraiment de démocratiser l'accès au. Oui, puis ça a l'air simple. Enfin, le CPF, c'est assez simple à activer. Et le fait qu'un salarié peut se lancer tout seul dans un bilan de compétences avec son CPF sans avoir recours à son employeur, plus les arcanes à l'époque c'était le fonds GESIF, etc., où il fallait faire une demande des dossiers, c'est beaucoup plus simple, voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Deux derniers chiffres, donc 50% des bénéficiaires ont entre 30 et 39 ans. Là encore, c'est pas un hasard, hein. La seconde partie de carrière, c'est clairement un moment assez clé où on envisage une reconversion. 12% ont moins de 30 ans. Et le chiffre très pertinent, Yoann, tu voulais Je voulais juste préciser que ce chiffre, c'était nos chiffres chez Garance et moi. Alors, ils sont assez représentatifs du marché, hein, puisque c'est une tendance quand même qu'on constate, c'est un rajeunissement des personnes qui suivent un bilan de compétences. C'est-à-dire qu'il y a 5-10 ans, l'âge moyen, c'était peut-être 45 ans, avec 43-45 ans pour suivre un bilan. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 35 et 37. Et on commence à avoir de plus en plus de personnes de moins de 30 ans qui suivent un bilan. Donc, caricaturalement, quelqu'un qui a travaillé entre 3 et 5 ans et qui décide de changer de voie. Et dernier chiffre, 80% des bilans ont un impact sur la vie professionnelle des bénéficiaires. Donc ça, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'en effet, quand on fait un bilan de compétences, ça doit permettre d'avoir un effet levier sur sa carrière. Donc, une évolution professionnelle au sens large, hein, ça peut être une mobilité interne, externe, ça peut être de la création d'entreprise, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un changement de statut, peu importe. Mais en tout cas, ça a un impact significatif dans la vie des bénéficiaires et c'est aussi ce qui fait que c'est très gratifiant de proposer ce dispositif, c'est qu'on voit à quel point ça peut vraiment servir, être utile aux personnes qu'on accompagne. Et je rajoute que même pour ceux où ça ne se traduit pas, où ça se traduit pas par une mobilité, par un changement flagrant dans la vie professionnelle, le fait de rester au même travail, mais en s'étant repositionné, en ayant pris du recul sur sa fonction, c'est aussi des fois l'intérêt d'un bilan de compétences. Et donc voilà, c'est pas toujours un effet waouh, hein, c'est pas toujours la j'imagine, ouais. éleveuse de chèvre, c'est d'ailleurs rarement le cas, mais des fois c'est plus voilà, des repositionnements minimes, mais qui font quand même la différence. Et à partir de ces chiffres, Garance, et surtout de votre expérience aujourd'hui, pourquoi vous pensez que le lancement d'une activité de bilan de compétences est intéressante? Eh bien, il y a 3 éléments de réponse. Le premier élément, on vient d'en parler, c'est que le bilan de compétences n'a de cesse d'augmenter. Donc, on répond à une demande qui est croissante, à la fois de la part des particuliers, encore une fois, un actif sur 2 qui veulent ou qui doivent se reconvertir, mais aussi des entreprises. Là, typiquement, on a formé 7 collaborateurs d'un grand groupe avec notre formation Accompagner les transitions pro pour accompagner les mobilités internes, externes de l'entreprise. Donc, il y a un vrai sujet pour les entreprises d'accompagner correctement ces mobilités. Donc, c'est une opportunité business de développer le bilan de compétences, puisque d'ailleurs, ça rejoint le chiffre que tu donnais, Yoann, hein, le financement du bilan de compétences par le CPF a bondi de 90% entre 2020 et 2022. Donc, on voit bien que de se diriger vers ce dispositif permet de répondre à une demande qui est assez exponentielle.
Deuxième élément, ça permet, je crois que ça rejoint un certain nombre de questions qui ont été posées dans l'onglet questions, ça permet d'accéder à des financements. On en parlait juste avant de démarrer le webinaire avec François, il y a quelques temps de cela, à l'époque où nous, on a démarré notre activité de bilan de compétences, on devait demander des habilitations aux OPCO à l'époque. Donc, les barrières à l'entrée étaient très compliquées parce qu'il y avait des modalités spécifiques pour chaque OPCO, des modalités de référencement, mais aussi de facturation. Donc, c'était relativement complexe. Aujourd'hui, on peut faire financer le bilan de compétences via le CPF, contrairement à des certifications, par exemple, qu'il faut donc faire enregistrer auprès de France Compétences. Et alors là, la barrière à l'entrée, elle est quand même extrêmement élevée. Donc, c'est vraiment une opportunité de marché pour avoir accès à des financements plus facilement qu'en passant par la case certification. Et enfin, ça permet de diversifier vos offres, vos services. Si vous avez des actions de formation plus traditionnelles, clairement, vous pouvez proposer du bilan de compétences qui lui-même parfois peut être un outil de prescription de formation, alors avec beaucoup de neutralité bien sûr, mais en tout cas, on peut tout à fait envisager qu'une personne fasse un bilan de compétences et puis dans la foulée du bilan de compétences suive une formation parce que c'est pertinent au vu de son projet professionnel. Donc vraiment 3 éléments, répondre à une demande croissante, accessibilité à des financements et diversification de son offre globale. Alors, en effet, on a déjà pas mal de questions dans l'onglet. Il y en a 2 qui me paraissent pertinentes par rapport à ce qu'on vient de dire. Question posée par Laurence, donc a été posée en 2 temps. Y a-t-il encore un marché en présentiel pardon, c'est pas la bonne ligne. Le marché n'est-il pas saturé par les professionnels du bilan de compétences et aujourd'hui, comment peut-on se démarquer finalement de tous ces acteurs sur le marché? Alors, c'est un marché qui est très atomisé, le marché du bilan de compétences. Il y a beaucoup de petits acteurs dans le sens où c'est des indépendants qui délivrent du bilan de compétences et qui donc sont éclatés sur l'ensemble du territoire. Il y a 4-5 gros acteurs dont on fait partie aujourd'hui, qui sont pour le coup assez différents en termes de positionnement. Et donc, pour répondre à votre question, moi, je pense que la clé pour sortir un peu du lot, c'est d'avoir un facteur différenciant. Donc, nous, en l'occurrence, c'est d'être un acteur digital et dédié à la carrière des femmes. C'est vraiment ce qui nous caractérise sur le marché. Mais il y a d'autres acteurs qui vont avoir des positionnements autres. Donc, par exemple, faire que du présentiel. Et ça répond à une demande tout à fait intéressante. Donc, voilà, moi, mon point de vue, c'est que pour sortir un peu du lot et être visible sur son marché, il faut avoir un positionnement un peu spécifique. Et l'intérêt des reconversions, c'est que ça se prête vraiment à de la spécificité, puisque nous, on a fait le choix d'accompagner majoritairement les femmes sur la partie bilan, mais on pourrait dire on accompagne les seniors, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les sportifs de haut niveau. Là, il va y avoir pas mal de boulot après les JO. Enfin, vous voyez, il y a des catégories de personnes qu'on peut accompagner de manière très spécifique. Donc, évidemment, ça réduit un peu le marché, c'est sûr. Mais néanmoins, ça nous permet de sortir du lot et de développer des offres un peu spécifiques pour accompagner ces personnes de manière un peu spécifique. Donc, voilà, ça, c'est ma recommandation. Mais après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, encore une fois, c'est un marché qui est en croissance. Donc, tout le monde peut avoir sa place, y compris quand on est un formateur indépendant ou quand on est sous-traitant d'un autre organisme. Oui, puis là où auparavant, déjà, il y avait assez peu de personnes qui faisaient des bilans de compétences, mais en général, on faisait un bilan de compétences dans sa vie. Alors que moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, on aura des personnes qui feront 2 voire 3 bilans de compétences dans une vie, un à 35, un à 45, un à 55, si je caricature. Mais donc, globalement, il y a un taux de renouvellement qui sera supérieur. Et donc, en fait, voilà, moi, je pense à un marché qui est en croissance. On voit bien, on le sent bien. Et il y a effectivement des zones à adresser. Alors, je pense par exemple aux zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, la sociologie est très claire. On a plutôt des personnes urbaines qui se reconvertissent et en général assez diplômées. Et finalement, les publics peu diplômés en zone rurale ou en zone périurbaine le font assez peu. Et donc ça, c'est peut-être aussi des spécificités à aller chercher sur un marché qui est aujourd'hui pas saturé. On a une autre question qui a été partagée par plusieurs participants sur la notion du reste à charge. Aujourd'hui, quel est l'impact sur l'activité?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, sur les chiffres du mois de mai qui ont été publiés sur l'Open Data de la Caisse des dépôts, les chiffres sont en baisse, à la fois sur le bilan de compétences, mais plus globalement sur l'ensemble des formations. Mais il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de pincettes parce que ce sont les chiffres du mois de mai, avec un mois, vous savez, à trous, avec beaucoup de ponts et particulièrement cette année. Donc, c'est très compliqué de faire un lien de causalité. Est-ce que la baisse, elle est liée au reste à charge ou est-ce que elle est liée tout simplement au mois de mai, voilà, on a, comme on le disait avec François, on a travaillé à peu près 10 jours dans le mois. Voilà, je pense qu'il faut nous laisser un peu plus de temps. Nous, chez Garance et moi, on a eu 0 baisse, on a même fait de la croissance. Donc, nous, on est complètement à l'inverse des chiffres de la Caisse des dépôts. Je pense qu'il faut se laisser au moins jusqu'à fin juin, peut-être même fin août, pour vraiment stabiliser la tendance et voir si en effet ça a un impact ou non. Et puis deuxième élément de réponse, ça dépend beaucoup du positionnement de l'organisme de formation ou du centre de bilan de compétences. Quand on s'adresse à un public de cadre en moyenne, 100 €, c'est pas significatif et donc ça va pas être un frein pour faire un bilan de compétences. Quand on s'adresse à un public de personnes probablement moins qualifiées, les rémunérations sont potentiellement plus basses et du coup, évidemment, les 100 € peuvent être plus impactants dans la décision de suivre la formation. Donc, pour répondre à la question, laissons-nous encore un peu de temps. On va déjà, à la fin du mois de juin, on va voir si la tendance du mois de mai se confirme ou non, et on aura vraiment une visibilité plus précise, probablement fin juillet, fin août. Merci pour cette réponse. On va repasser sur le contenu du support, notamment sur la création de l'activité de bilan de compétences, d'où ça vient aujourd'hui Alors, il faut savoir pour les qu'il y a 100 €. vraiment un cadre réglementaire. Malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. C'est la raison pour laquelle nous, on a créé cette formation certifiante Accompagner les transitions pro, parce qu'on a recruté beaucoup de coachs à un moment donné chez Garance et moi, où on avait une très forte croissance et les coachs n'étaient malheureusement pas bien formés et ne connaissaient même pas le cadre réglementaire. Donc, évidemment, ça va de soi, il faut le connaître parce qu'il faut tout simplement respecter la loi, bien entendu. Donc, ça me paraissait important de repréciser la genèse du bilan de compétences pour comprendre un peu la logique, la mécanique, et puis bien sûr avoir en tête qu'il y a encore une fois un cadre réglementaire à respecter quand on fait du bilan de compétences. Donc d'abord, la circulaire de 93, c'est constituer une démarche privilégiée pour l'élaboration d'un projet porteur d'évolution et de progression professionnelle. Donc c'est vraiment la logique de l'utilité du bilan qui doit permettre d'avoir cette évolution professionnelle. Ça, c'est vraiment la logique de la loi. Et pour la première fois, on a une véritable volonté politique de doter les salariés, enfin les actifs de manière générale, c'est pas que les salariés, c'est aussi les demandeurs d'emploi aujourd'hui, de se réapproprier leur parcours, leur trajectoire et vraiment d'être acteurs de leur évolution, de leur transition professionnelle. Et ça a été associé pour la première fois dans l'histoire à l'accessibilité à des financements, c'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens d'activer cette loi, mais surtout de permettre aux personnes de suivre un bilan de compétences sans financer eux-mêmes ce bilan. Et c'est vraiment comme ça que le bilan de compétences a démarré, donc à partir de ce dispositif en 91. Alors, je vous ai remis les obligations réglementaires. On ne va pas toutes les revoir. Vous avez les textes si vous souhaitez aller plus loin. Il y a un élément à avoir en tête, c'est qu'un bilan, ça dure maximum 24 heures. Alors, aujourd'hui, on peut le déplorer parce que ça manque un peu de flexibilité, mais en tout cas, c'est encore la loi qui s'applique. Donc, un bilan ne peut pas durer plus de 24 heures au total. Ces 24 heures peuvent évidemment se répartir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est financé dans le cadre de financement public et paritaire. La confidentialité, c'est absolument essentiel. Les conseillers, consultants, coachs, peu importe comment on les appelle, sont soumis à la confidentialité et ça relève du pénal. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. On ne peut jamais divulguer une information qui a été délivrée lors d'un bilan de compétences et ça sous-entend évidemment qu'on ne parle pas de ce qui s'est dit en bilan à un employeur, notamment. Et il y a 3 phases qui sont inscrites là encore dans la loi et qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'on va vous détailler un petit peu plus. Première phase préliminaire, deuxième phase l'investigation et troisième phase la conclusion. Alors, on a ensuite les objectifs du bilan de compétences. On en a 3. Quels sont-ils ?
3 objectifs. D'abord, faire le point. Et encore ce matin même, on a reçu une cliente pour un témoignage et c'est vraiment le mot qu'elle employait. Hein, c'est vraiment se poser, faire le point. Bien sûr, sur ses compétences, ses connaissances, ses aptitudes, mais aussi sur ses valeurs, sur les intérêts, qu'est-ce qu'on aime faire. Donc, c'est vraiment se repositionner et réfléchir à qu'est-ce qui nous caractérise dans toutes les dimensions de notre vie, pas seulement sur la partie compétences, contrairement à l'intitulé du dispositif. Il y a le deuxième objectif qui est vraiment la définition d'un projet professionnel. Donc, c'est vraiment l'objectif de définir un projet professionnel en phase avec qui nous sommes, compétences, connaissances, aptitudes, intérêts, personnalité, valeurs, etc., etc. En lien avec le marché, ça c'est hyper important, il faut que ça soit connecté avec les besoins du marché du travail et parfois ça passe bien évidemment par un projet de formation quand ça nécessite de se former, mais ce n'est pas systématique. On peut tout à fait envisager de définir un nouveau projet professionnel sans passer par la case formation. Et troisième objectif, eh bien, il faut repartir avec un plan d'action de manière à évidemment rendre concret ce projet professionnel. Et dans ce plan d'action, eh bien, vous avez toutes les actions à mettre en œuvre pour rendre réel, concret votre projet professionnel. Alors, on l'a vu juste avant, Garance, tu nous parlais des différentes phases qui sont obligatoires par rapport au bilan de compétences. Alors, on en avait discuté avant, 3 phases, 4 phases. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le faire? Alors, il y a 3 phases. Je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas les détailler. De toute façon, voilà, vous avez la slide sous les yeux. Mais en effet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 phases écrites dans la loi. Phase préliminaire, investigation, conclusion. Donc, préliminaire, on analyse les besoins de la personne. L'investigation, on va investiguer tous les sujets que je viens d'évoquer, personnalité, valeurs, intérêts, compétences, vraiment tout ce qui vous représente. Et enfin, on conclut ce bilan de compétences avec quels sont les résultats finalement de ce bilan, quels sont les projets qu'on va construire. Et 4e phase qui n'est pas inscrite comme une phase dans la loi, mais néanmoins le livrable est inscrit dans la loi et en l'occurrence c'est la synthèse. Donc vous repartez de ce bilan de compétences avec une synthèse qui va expliquer les fameuses 3 phases avec le plan d'action très concret à court, moyen et long terme de manière à ce que la personne puisse mettre en œuvre le projet qui aura été déterminé. Et enfin, un rendez-vous à 6 mois. Donc, on fait le point avec la personne 6 mois après le bilan de compétences pour vérifier finalement est-ce que le bilan, le projet s'est déroulé comme prévu ou est-ce qu'il y a eu des éléments ou des événements internes, externes qui ont un peu bousculé la mise en œuvre du projet et auquel cas on peut réajuster ce projet en conséquence. Et je précise d'ailleurs que ces 3 phases ne sont pas du tout à prendre à la légère puisqu'en fait c'est le cas le plus fréquent de déréférencement sur mon compte formation, c'est le fait de ne pas avoir suivi à la lettre ces 3 étapes. Donc en fait votre bilan de compétences doit être structuré exactement de cette façon-là. Si ça dévie d'un iota, vous pouvez être déréférencé. Donc vraiment il n'y a pas de certification, mais il y a cette exigence de suivre ce cahier des charges. C'est pour ça que c'est très important de se former parce qu'en fait, quand vous ne connaissez pas la loi, la logique de la loi et puis au-delà de ça, les outils, les techniques, les ressources pour faire un bilan de compétences, vous vous mettez en risque. Donc, c'est hyper important d'avoir vraiment une connaissance très fine de la législation et puis bien sûr de la mise en œuvre concrète du bilan. Sur la durée, elle est donc, encore une fois, c'est écrit dans la loi 24 heures maximum. Ces 24 heures en moyenne se déroulent sur 3 mois. Ça peut être un peu plus court, un peu plus long, mais la moyenne, c'est 3 mois. Le nombre et la durée des rendez-vous dépendent beaucoup des centres de bilan de compétences, sachant que pour être référencé sur EDOF, c'est écrit nulle part, mais c'est quand même ce qui est attendu. Il faut avoir 7 heures minimum de rendez-vous en face à face. Quand je dis en face à face, ça peut être à distance, mais en tout cas avec votre bénéficiaire. Et puis, nous, par exemple, on a une offre avec 12 heures, donc ça peut être plus ou moins, plus ou moins important en termes de nombre d'heures de rendez-vous en face à face. Mais le minimum, c'est quand même d'avoir 7 heures, même si là, pour le coup, ça n'est pas écrit dans la loi. Oui, sachant que ces 24 heures, c'est pas les 24 heures qui comprennent le temps de travail personnel, parce que souvent, ça a été confondu. Donc, quand on parle de 24 heures maximum, c'est l'accompagnement individuel de la personne. Le temps de travail personnel n'est pas du tout à prendre en compte. Et d'ailleurs, sur mon compte formation, c'est bien
c'est bien spécifié. C'est pour ça que certains se sont fait rétoquer parce qu'ils intégraient dans ces 24 heures, des fois 14 heures de temps de travail personnel, alors que c'est un peu mensonge. C'est le temps en face à face. Tout à fait. Absolument. Ouais. Temps face à face, le travail personnel, et puis il y a des tests, voilà, qu'on va rajouter. Et en fait, on comprend bien que faut quand même avoir, enfin, réaliser ces phases-là, ça demande une compétence. Les 3 phases à investigation, j'ai plus en tête déjà, donc, mais investigation, le diagnostic et la phase de réaliser la synthèse, ça demande quand même des compétences et une expérience qui est pas innée, et donc vous proposez donc une formation à cette pour devenir prestataire de bilan de compétences. Absolument. On forme à peu près 400 personnes par an. On est donc certifiant, reconnu au répertoire spécifique. Et ça fait à peu près 7 ans qu'on a cette formation. Et voilà, on a vraiment répondu à un besoin marché. Encore une fois, nous, quand on a commencé à recruter de plus en plus de consultants en bilan de compétences, la majorité n'était pas formée et n'avait pas cette connaissance non seulement réglementaire, mais juste en termes d'outils. Voilà, oui. Enfin, techniquement, il faut savoir le faire, quoi. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et ça s'improvise pas, effectivement. Ouais. C'est bien. Non, c'est assez proche de l'activité d'audit finalement, puisque vous allez projeter un professionnel sur un autre et il va y avoir une prestation. Alors, ça doit être plus agréable de faire un bilan de compétences que de passer un audit, mais c'est quand même, on est sur la dimension professionnelle de la personne, c'est important, quoi, pour le. Voilà. Il y a beaucoup de remises en question, François. Voilà, exactement. Oui, peut-être plus que Calliope, c'est stressant, mais le bilan de compétences, ça doit être, c'est quelque chose, quoi. Voilà. C'est très gratifiant parce qu'on voit vraiment. Alors, il faut savoir le faire, mais c'est très gratifiant quand on le fait parce qu'on voit vraiment l'évolution de la personne. Et encore une fois, 80% des personnes qui ont suivi un bilan disent avoir vraiment eu un impact significatif dans leur vie. Donc, c'est vraiment, on parle beaucoup des métiers porteurs de sens et à impact. Je pense que là, on est vraiment en plein dedans. Et c'est très gratifiant à la fois pour les bénéficiaires, bien sûr, mais aussi pour les acteurs qui font du bilan de compétences. Alors, on a une interrogation sur le temps de travail et la notion des 24 heures, de question posée par Olivier. Donc, il était écrit sur la slide que les 24 heures incluent le temps de travail personnel. Or, il a cru comprendre que ces 24 heures ne les incluaient pas. Pouvez-vous clarifier la situation ? Alors, les 24 heures incluent le temps de travail personnel, sachant que le temps de travail personnel, on le déclare, mais évidemment, ça va dépendre d'une personne à une autre. Ça dépend de la complexité du projet. Le temps de travail personnel, c'est quoi? C'est des investigations, c'est ce que nous, on appelle des enquêtes métiers. Donc, c'est questionner des professionnels sur des métiers vers lesquels on aimerait probablement se diriger. Donc, le temps de travail personnel rentre bien dans le dispositif de bilan et donc dans les 24 heures. Et en effet, si vous faites ce bilan de compétences sur votre temps de travail, il y a bien un temps dédié au travail personnel sur le temps de travail. Alors, j'apporte une petite précision, Garance, c'est que sur mon compte formation, sur le catalogue, ne doivent être inscrites que les heures vraiment d'accompagnement individuel. Donc, même si dans notre offre, il y a évidemment du temps de travail personnel, les heures affichées ne seront que des heures de face à face individuel. Ouais. Alors, soit de face à face individuel, soit éventuellement, il peut également y avoir des face à face collectifs, mais qui doivent être minoritaires dans l'accompagnement. Voilà. Donc là, pour le CPF, en l'occurrence, pour une demande de personnes, mais quand c'est financé par l'employeur et qu'il y a une prise en charge par l'OPCO, vous allez bien avoir votre temps de travail personnel, votre temps de travail du bilan de compétences sur votre temps de travail. Bon, là, j'espère que c'est clair. Il y a sans doute un discours. On va laisser passer un peu de temps. Et voilà, sans le temps de digérer. Voilà, je vais faire une diversion. Je vais dire qu'il y a encore des questions sur le chat. Et ça remet en question. Je pense que Thomas va faire un bilan de compétences très bientôt. Bon, on va reprendre la présentation. Donc, pour les personnes qui souhaitent se mettre à cette activité, aujourd'hui, vers qui se tourner quand on veut vendre des prestations de bilan de compétences? Alors, là, je parle juste de la slide, peut-être, Thomas. Là, la slide, oui. En l'occurrence, c'est quel public, enfin, qui peut faire un bilan de compétences. Donc, c'est tout le monde, aujourd'hui, peut avoir des financements
quand vous êtes du secteur privé, quand vous êtes en indépendant, vous pouvez vous cotiser, par exemple, au FIFPL ou à d'autres OPCA qui vont vous financer. Les demandeurs d'emploi peuvent faire des bilans de compétences. Les agents du secteur public, avec la seule réserve, c'est qu'ils doivent demander l'accord de l'employeur. C'est les seuls, malheureusement, qui sont un peu soumis à cette règle-là. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que c'est une prestation intéressante, c'est que ça touche vraiment tous les actifs en France, donc l'ensemble des catégories qui sont indiquées sur cette slide. J'en profite pour rebondir sur une des questions qui a été posée. Les 100 € de reste à charge ne s'appliquent pas aux agents du secteur public. Voilà, et ni aux demandeurs d'emploi. Ça a bien été précisé. Absolument. Absolument. On va enchaîner sur l'autre partie. Pour faire la transition, on a une question qui a été la plus votée, une question posée par Laurence, et je pense que ça peut peut-être faire une introduction sur le sujet. Quelles sont les certifications obligatoires aujourd'hui pour être bilan de compétences? Alors, je vais laisser Johan enchaîner sur cette slide. Et Thomas, je vais te laisser. Voilà, super, merci. Oui, alors effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, Garance, c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était très contraignant de faire du bilan de compétences. Notamment, il fallait aussi, au-delà des habilitations, avoir également des fois des effectifs salariés. Donc ça, c'était déjà. Aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces contraintes-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de prérequis pour exercer? Non. Alors, on va les lister. Certains sont plus, on va dire, exigeants que d'autres. Alors, le premier prérequis, c'est déjà d'avoir un numéro de déclaration d'activité valide ou en cours de validation si c'est votre première prestation. Alors, comment avoir un numéro de déclaration d'activité? Il y a une demande qui est réalisée auprès de la DRITS de notre région. Alors, c'est pas quelque chose qui est anodin. Autant, je pense qu'il y a 5 ans, c'était une démarche qui était totalement administrative, où il n'y avait pas de souci. Autant, si je vous donne un exemple, l'an dernier, il y a eu plus de 20% des demandes qui ont été rejetées par la DRITS. Alors, pourquoi ça a été rejeté? Souvent, soit parce qu'il manquait un élément, soit parce que la DRITS estimait que l'expérience de la personne n'était pas en lien avec la prestation. Et donc, notamment, j'attire votre attention sur le fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir soit une expérience, alors peut-être en psychologie du travail, en RH, ou une certification que vous avez suivie autour du bilan de compétences avant de déposer votre numéro de déclaration d'activité. Sinon, le risque, c'est que le contrôleur estime que vous ne répondez pas aux prérequis et vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire le bilan de compétences. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Ensuite, le deuxième sujet, on en a parlé, c'est dès lors que vous allez proposer cette offre de bilan de compétences, que ce soit même hors CPF, vous allez devoir quand même respecter les 3 phases qu'on a vues tout à l'heure. C'est vraiment le programme, à la limite, moi je vous conseille de faire vraiment un copier-coller de ces 3 phases avec assez peu de personnalisation. D'autres sujets, du coup, on l'a vu, 90% des financements passent par le CPF et le reste, globalement, par France Travail. Allez, on va dire qu'on a peut-être 2-3% qui sont payés soit par l'employeur, soit par le salarié. Donc, à partir du moment où on sollicite des fonds publics, Calliope, ça va s'imposer. Donc, clairement, ça veut dire qu'il va falloir satisfaire à un audit Calliope. Alors, soit vous êtes donneur d'ordre et la question ne va pas se poser, il va falloir y aller, soit vous décidez de vous mettre en sous-traitant d'un donneur d'ordre qui fait du bilan de compétences. Là, il va y avoir une réponse nuancée. Je crois qu'on a une slide après qui le précise, puisque nous avons eu un décret il y a quelques mois qui encadrait la sous-traitance dans le cadre du CPF et qui disait « Tout sous-traitant qui travaille avec un organisme dans le cadre du CPF doit avoir Calliope, sauf exception ». Et donc, les exceptions sont liées au statut, le fait d'être en régime microsocial, et de ne pas dépasser un certain chiffre d'affaires, qui est le chiffre d'affaires de 77 700 € actuellement. Voilà, donc ça c'est autre prérequis. Donc, ensuite, une fois qu'on a Calliope, est-ce qu'on est sur mon compte formation automatiquement? Non, bien sûr. Et voilà, ça c'est un peu la dernière étape, et c'est des fois qui est sous-estimé, c'est d'être référencé sur mon compte formation. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, ça prend à peu près 2 mois entre le moment où vous faites la demande et le moment où vous arrivez à être référencé sur mon compte formation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu énormément de fraude et que du coup, la Caisse des dépôts filtre vraiment les personnes qui arrivent. Donc, il y a des demandes de pièces complémentaires, il y a plusieurs phases. Vous devez suivre un webinaire d'information et une fois que tout est validé, voilà, la Caisse des dépôts vous laisse entrer pour pouvoir ensuite proposer votre offre sur mon compte formation.
Voilà. Et globalement, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes. C'est pas vraiment pas à prendre à la légère. C'est moins restrictif qu'avant. Mais si vous voulez proposer une offre demain au CPF, il ne faut pas se réveiller la veille. C'est une démarche qui va prendre peut-être 3 à 6 mois globalement. Alors, on a également parlé de certification Calliope, puisqu'en effet, c'est une condition aujourd'hui si on souhaite accéder au financement, faire bénéficier des stagiaires de ces financements-là. Donc, pour resituer la démarche qualité, François, aujourd'hui, où se positionne Calliope par rapport aux accès au financement? Alors, donc là, on va avoir une approche, on va voir dans une approche progressive sur un axe, un escalier de la qualité, les différentes étapes que Johan vient de mettre en évidence. Donc en formation, la première chose, c'est vouloir. Donc il faut s'engager. Et on s'engage en formation. Ça fait 40 ans qu'on s'engage en formation grâce, alors pour deux raisons principales. Hein. La première, c'est qu'en France, on a le record mondial du financement public de la formation. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, les économies dans le monde, il n'y a pas un pays dans le monde où on vous dit qu'il ne faut pas faire de formation, que ça ne sert à rien. Tous les pays du monde, tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques vous disent la formation, c'est important et il faut en faire. Donc, il y a un consensus sur l'importance de la formation et de la compétence. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en France, ça se traduit par un financement public et un autre record mondial, c'est on a le record mondial du nombre d'organismes de formation, puisqu'on arrive à... Il y a 130 000 NDA actifs en ce moment en France. Alors, fréquemment, vous entendez, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous lisez des posts en vous disant c'est la fin de la formation. Alors moi, je ne réagis même plus parce que j'ai réagi pendant 10 ans, mais maintenant, je bouge même plus. Alors, vous voyez, par exemple, on dit 100 € par CPF, c'est la fin du CPF, c'est la fin des prestataires de bilan de compétences. Bah, je suis sûr qu'il n'y en a jamais eu autant et que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Chaque fois qu'on fait une réforme de la formation en France, il y a toujours cette espèce de rumeur qui est parfois véhiculée au plus haut niveau, parce que je me rappelle que François Hollande, président de la République, avait dit en 2013, avant la réforme qu'il était en train de lancer, 55 000 organismes de formation, c'est peut-être trop. On va faire une réforme pour qu'il y en ait moins. Bah, aujourd'hui, il y en a 130 000. Et quand il est parti, il devait y en avoir 80 000. Donc, vous voyez, on a cette création d'organismes, cet engagement qui est constant. C'est des dizaines de milliers de personnes qui créent leur société, des sociétés qui se développent. Nous, on voit des réussites extraordinaires, hein, des sociétés qui se créent, puis 2 ans après, qui font 4, 5, 6 millions d'euros. C'est un secteur très dynamique et c'est normal, la compétence, c'est important, surtout professionnel. Donc, en France, on a un marqueur très précis, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est une démarche administrative. Quand c'est bien fait, ça prend 2 heures. Alors après, il y a 2 écueils, hein, de mon point de vue, hein, j'en ai vu quand même passer quelques-uns. Bon, soit vous n'avez pas compris ce que c'était qu'une démarche administrative française, et donc on vous dit d'envoyer une photocopie, vous envoyez une photocopie illisible, on vous dit d'envoyer un cabis, vous l'envoyez pas, et donc là ça coince assez vite, hein, parce que l'Adriette, ils veulent les pièces et ils sont pas solvables autrement. Soit vous y mettez tout votre cœur et vous remplissez dans les cases, vous allez philosopher dans certaines cases et vous utilisez des mots qu'il vaut mieux pas utiliser, développement professionnel, coaching, approche pédagogique, je sais pas, Herman par la psychorésilience, et là c'est. Donc moi j'ai vu 2 types de personnes se faire bloquer sur les NDA, parce que nous on en voit beaucoup puisque le NDA est obligatoire pour débloquer le certificat. J'ai vu une personne qui avait une phobie administrative, voilà, donc ça coince, c'est sûr. Et puis une autre, il avait été directeur d'un très grand organisme, de la formation d'un très grand organisme, 55 000 personnes publiques, et il n'arrivait pas à avoir son NDA. Il a mis 4 mois parce qu'il y mettait tout son cœur et il ne comprenait pas qu'un gars comme lui, avec les compétences et l'expérience qu'il avait, il ne soit pas pris. Voilà.
Alors, une fois qu'on a le NDA, on doit avoir Calliope. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, Calliope, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que Calliope, c'est plus visible que le NDA. Pendant presque 30 ans, 35 ans, le NDA, c'était le signe de reconnaissance des organismes de formation, mais on ne pouvait pas l'utiliser, on ne pouvait pas communiquer dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous recevez le NDA, c'est interdit de dire que c'est un agrément formation. Il y a quand même encore toute une réglementation avec 4 500 € d'amende en cas de transgression. Et le NDA, on ne peut pas communiquer sur le NDA, mais les professionnels de la formation communiquaient quand même, et quand on recevait le NDA, on était tout fiers. Du jour au lendemain, on devenait organisme de formation, et c'était pas rien. Voilà. Alors maintenant, c'est ce qui a remplacé comme signe de reconnaissance le NDA, c'est Calliope. C'est-à-dire que maintenant, Calliope, vous le voyez, ceux qui l'ont pas, ils disent que ça sert à rien et que c'est pas bien. Ceux qui peuvent pas se le payer, c'est pas bien. Et ceux qui l'ont sont tout fiers et publient sur les réseaux sociaux, voilà, même avec peut-être une action tous les 18 mois. Hein. Mais c'est Calliope, c'est devenu la marque de tous les organismes de formation en France. Troisième étape, troisième marche, c'est l'offre de formation certifiante. Alors là, vous allez, là encore, il y a eu un malentendu parce que tout le monde a cru au début, enfin tous les professionnels de la formation, qu'il fallait absolument avoir une certification inscrite au répertoire et être propriétaire de cette certification. Et beaucoup d'organismes ont mis 4 ans à comprendre qu'en fait, c'était le formateur qui touchait la subvention et pas le certificateur. Donc en fait, il faut surtout être référencé en tant qu'organisme de formation sur EDOF et faire la prestation, parce que c'est vous qui touchez l'argent. Et ça, beaucoup ont mis du temps à le comprendre. Alors maintenant, c'est bien clair. Là, dans votre approche, Garance et moi, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est la manière la plus simple, comme vous l'avez dit, de faire accéder vos clients au CPF, c'est le bilan de compétences. C'est beaucoup plus simple que système d'étabilité ou auprès d'un certificateur professionnel. Beaucoup plus simple. Déposer une certification qui est quelque chose à 12-18 mois. C'est une démarche à 12-18 mois. Oui, voilà, exactement. Alors là, je ne reparle même pas parce que ça ne concerne, ça ne peut concerner que des entités qui ont, si on devient certificateur, il faut avoir la capacité d'abord la légitimité à détenir une certification. Alors moi, j'en sais quelque chose puisque nous, on a mis 30 ans de boulot pour être reconnu comme certificateur. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Et qu'en fait, quand on détient une certification, on va vivre parce qu'on a une capacité à vendre la formation. Mais la promotion d'une certification, dans un monde qui est en train de changer, c'est quelque chose quand même de complexe. Alors après, vous avez 2 certifications volontaires pour aller plus loin, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est la certification pro qui vous permet de vous différencier en tant qu'intervenant, valider la durée de votre expérience. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'intervenant, il est très visible une fois qu'il a fait une formation. Alors, quand on sort de formation, on est débutant. Hein, et par contre, une fois qu'il a 5-10 ans de pratique, il disparaît des radars. Et c'est là où nous, on a voulu, dès le début, dès 95, on a créé une certification qui permet de valider le professionnalisme, la durée de l'expérience. C'est-à-dire que vous faites la prestation de bilan de compétences depuis plus de 10 ans, vous pouvez avoir une certification pro. Alors, vous avez plus de 6 mois de pratique, plus de 5 ans, plus de 10 ans. Et ça a de la valeur quand même d'avoir 10 ans de pratique de bilan de compétences. Oui. Alors, comment vous le démontrez, comment vous l'assurez? Ça, c'est la certification pro. Voilà. Et enfin, les certifications ISO que tout le monde connaît. Mais vous voyez, donc cette progression qui s'est quand même beaucoup simplifiée, parce qu'avant, il y avait Datadoc, il y avait, on avait vraiment comme signal le NDA, ça s'est déplacé sur la certification Calliope aujourd'hui. Et ça, c'est l'axe qualité. Et la qualité, ça paye toujours. Ça paye tard parfois, mais ça paye toujours. Alors, on va poursuivre sur le sujet de Calliope. Tu en avais déjà parlé en quelques mots, Johan, fameux décret. Que dit-il ce décret par rapport à un statut de donneur d'ordre et de sous-traitant? Je pense que la slide résume à peu près ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais au moins on le voit de manière un peu plus visuelle, hein, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, Calliope s'applique à 2 types de publics. Le donneur d'ordre qui réalise ses prestations sur mon compte formation, donc via du CPF, mais également depuis, alors je n'ai plus en tête la date, il y a quelques mois, je crois que c'est décembre
2023, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le 28 décembre. C'est ça, oui. Ou un sous-traitant qui travaille pour un donneur d'ordre dans le cadre du CPF doit avoir lui-même Calliope, sauf si il est en micro-entreprise et qui ne dépasse pas le chiffre d'affaires de 77 700 € par an, ce qui est le cas de la plupart des personnes qui travaillent en micro-entreprise. Mais ça veut dire aussi que tous ceux qui ne répondent pas à cette exception doivent aller vers Calliope. Et il y en a un certain nombre, et je sais que François, de votre côté, vous en avez pas mal qui ont pu vous contacter par rapport à leur situation. Oui, tout à fait. C'est en vigueur. Ben voilà, on a notre slide. C'est en vigueur depuis le 1er avril. En vigueur depuis le 1er avril, ça concerne le commanditaire, le donneur d'ordre qui sous-traite des actions financées par le CPF. Et oui, ça c'est la vague, c'est le grand mouvement de 2024 et c'est une révolution parce que on passe d'une situation où le donneur d'ordre en fait disait de manière explicite ou implicite à son sous-traitant, t'inquiète pas, je m'occupe de Calliope. Et maintenant on passe à un monde où t'inquiète pas, comme ta Calliope, on n'aura pas d'ennui. Et ce qui est très différent comme discours, et ça demande je dirais, un changement de posture de la part des donneurs d'ordre, d'autant plus que maintenant le délai court et que la situation est censée être conforme maintenant, c'est-à-dire que les contrôles auront lieu à partir sur la période qui commence au 1er avril. Voilà. Et sachant que les donneurs d'ordre vont être obligés aussi de déclarer leur sous-traitant. Oui, aujourd'hui, l'outil n'est pas encore prêt sur mon compte formation. Oui, c'est une histoire de semaine. Oui, il faut déposer les contrats, c'est ça, il faut déposer les contrats. Je crois que ça, c'est en. Je sais, ça a dû commencer, je ne sais pas, mais il faut déposer les contrats de sous-traitance. Oui. Alors, on le demande dans le cadre déjà de la procédure de référencement, mais pour les organismes qui sont déjà présents sur la plateforme, il faudra être capable de donner tous les sous-traitants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils existants encore, mais voilà, ça ne devrait pas tarder. Du coup, ça permettra de faire un double contrôle et de s'assurer qu'on n'essaie pas de prendre des sous-traitants un peu en loose day qui n'auraient pas fait lieu. Alors ça, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, c'est un peu paradoxal, mais le système est perfectible parce qu'en fait, le nouvel entrant qui arrive aujourd'hui, il va s'organiser tout de suite pour faire ça. Et il va mettre ses sous-traitants tout de suite au carré et il va bénéficier. Et ça va être peut-être plus simple pour lui qu'un commanditaire qui travaille depuis longtemps et qui doit renverser la vapeur en quelque sorte et aller chercher tous ces documents qu'il n'a peut-être pas forcément, parce que le contrat n'était pas obligatoire avant. Et là, on voit qu'il y a un petit avantage au nouvel entrant. Alors après, sur la durée, cet avantage disparaît parce qu'il y a la pratique, il y a le professionnalisme, il y a l'expérience. Mais on l'a vu tout au long de cette vague Calliope là, qui dure depuis 5 ans maintenant, que le nouvel entrant, c'est plus facile d'être certifié Calliope, nouvel entrant, que d'être certifié Calliope, je veux dire ancien entrant. Mais quand on a un existant, des milliers d'actions de formation, c'est beaucoup plus compliqué. T'en sais quelque chose d'ailleurs, Johan, beaucoup plus compliqué d'avoir Calliope que quand on part de zéro d'une feuille blanche où le cahier des charges, c'est le référentiel national qualité. D'ailleurs, il existe aussi 2 démarches différentes pour la démarche de certification Calliope, qu'on ait un existant ou pas. Donc aujourd'hui, Johan, comment je dois me positionner par rapport à Calliope pour exercer cette activité de bilan de compétences finançable? Dans l'absolu, en fait, il y a 2 situations. C'est soit on est un organisme qui n'a pas encore Calliope, et dans ce cas-là, je vais demander à être certifié sur le bilan de compétences, et donc je vais devoir faire un audit initial où je vais intégrer l'action bilan de compétences et potentiellement d'autres actions, typiquement des actions de formation professionnelle, de la VAE ou de l'apprentissage. Donc ça, c'est le premier cas. Soit j'ai déjà obtenu Calliope pour une catégorie d'action, par exemple l'action de formation. Je me mets à faire du bilan de compétences. J'aimerais que ce soit reconnu, couvert par Calliope. Dans ce cas-là, je fais une demande d'audit d'extension, par exemple auprès de l'ICPF. Et peut-être que François, tu peux nous en parler, comment ça se passe. Oui. Ben là, Alors, oui, donc ça, là, c'est notre plateforme Noé. Oui.
Alors, généralement, c'est Thomas qui présente ça, donc voilà, parce que Je, moi, je rentre pas dans la. je reprends la main alors sur Non, la partie Noé. je touche plus, moi. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis resté au papier, machine à écrire. Voilà. Règle à calcul. Non, même j'ai quelqu'un qui calcule pour moi, j'y arrive plus là. Ouais. Donc ça, je vous présente la plateforme Noé et donc si vous êtes déjà certifié chez ICPF, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez faire et que vous n'avez pas l'extension, la catégorie bilan de compétences, vous allez faire une demande d'extension. Si vous êtes certifié chez un autre certificateur, vous pouvez venir chez nous et faire une demande de transfert. Si vous n'êtes pas certifié Calliope, mais vous avez un NDA ou pas, vous pouvez faire une demande de certification initiale et Thomas va vous décrire les différentes étapes à l'aide Oui, tout à fait. de ces slides PowerPoint. Exactement. Donc, vous avez déjà un premier écran pour accéder à la plateforme Noé. Donc, je vous ai partagé un lien via l'outil webinaire pour accéder à la plateforme. C'est le point de départ pour poursuivre ou mener une démarche de certification avec ICPF. Donc, l'inscription se fait en quelques clics avec le prénom, le nom à compléter, une adresse email et un mot de passe. Vous avez un accès direct à la plateforme. Donc, je vous invite à effectuer votre inscription en parallèle pour accéder directement à notre outil. Et une fois que le compte est créé, donc il n'y a pas de validation à faire par email, l'accès est direct. Vous avez une première action à effectuer, donc de faire une demande. Une fois qu'on a un compte, l'objectif pour vous, c'est de faire une demande de certification. Vous pouvez aussi peut-être avoir pour objectif de rejoindre Noé pour rejoindre une entité. Hein. Peut-être que vous avez votre donneur d'ordre qui fait déjà partie de la plateforme et qui souhaite vous inviter. Mais si vous voulez mener vous-même une démarche, votre compte, vous cliquez sur faire une demande et l'autre écran que vous aurez ensuite, donc qui va se présenter de cette manière. Donc comme François l'a dit, que vous soyez que vous meniez une activité de formation, que vous ne soyez pas encore certifié ou que vous soyez déjà certifié euh, avec, avec ICPF ou un autre certificateur, tout se passe sur la plateforme. Donc, dans le premier cas, vous souhaitez mener une activité de bilan de compétences qui n'est pas encore certifiée. D'ailleurs, vous n'avez pas encore obtenu la certification Calliope. Vous devez cliquer sur le premier bouton qui s'affiche tout à gauche, obtenir une certification. Vous allez être envoyé vers un formulaire qui va vous demander le numéro de déclaration d'activité, par exemple. Hein, ce n'est pas un élément qui est obligatoire au moment de cette démarche-là, puisque vous pouvez très bien réaliser un audit de certification sans avoir le NDA. Le NDA est obligatoire pour nous permettre d'assurer l'émission du certificat, donc il peut venir plus tard dans la démarche. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est au moins d'avoir demandé ce numéro de déclaration d'activité auprès de l'adresse de votre région. Autre situation, vous avez déjà obtenu la certification Calliope, mais la catégorie bilan de compétences n'est pas intégrée à votre périmètre. Dans ce cas-là, sur Noé, vous pouvez effectuer une demande d'extension. L'extension va vous permettre de réaliser un audit Calliope spécifique au bilan de compétences et donc dans lequel vous allez retrouver les indicateurs qui concernent cette activité et apporter les preuves nécessaires. Et enfin, la troisième et dernière situation, vous avez déjà obtenu la certification Calliope. Calliope est obtenue, mais elle n'a pas été obtenue auprès de ICPF et vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un transfert de certificat. Donc, garder le certificat actif, mais le rendre valable auprès d'un autre certificateur. Donc, les raisons peuvent être différentes. Ce sera peut-être pour tout simplement tester une nouvelle expérience auprès d'un autre certificateur ou alors faire appel à un certificateur qui a davantage de dates disponibles. C'est le principal cas qu'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on arrive sur un audit de surveillance ou de renouvellement. Il est possible que le certificateur actuel n'ait pas de date disponible à vous proposer. Avec le transfert, c'est l'occasion de pallier à ce problème, notamment avec nous. Donc voilà. Je vais vous rendre la parole du coup maintenant sur la partie audit, puisque qu'on fasse la première, la deuxième ou troisième option, il va falloir passer l'extension de certification ou l'audit initial sur le bilan de compétences. Et sur la préparation de l'audit, qu'est-ce qui est attendu par rapport aux preuves et du référentiel Calliope?
Oui, merci Thomas. Alors, je vais prendre le relais sur ce sujet-là. L'idée, c'est pas de détailler indicateur par indicateur vraiment tous les attendus. Alors, il y a quelque chose quand même à préciser, c'est que dans le référentiel Calliope, il n'y a aucun indicateur spécifique au bilan de compétences, comme on peut avoir typiquement sur l'apprentissage, où on a des indicateurs vraiment dédiés au CFA. Sur le bilan de compétences, ce qui se passe, c'est que sur certains indicateurs, il va y avoir des petites exigences particulières, donc notamment, par exemple, sur l'indicateur numéro 1, sur un bilan de compétences, il n'y a pas de prérequis, comme sur une formation. Ça, il n'y a pas besoin de le mettre. L'indicateur 9, il y a besoin de mentionner les engagements déontologiques. On en a parlé tout à l'heure avec Garance. C'est très important. Ils doivent absolument apparaître sur un document. Et donc ça effectivement, c'est ce qui va le différencier, par exemple, d'une prestation de formation où ces obligations ne s'appliquent pas. Et également, par exemple, on peut retrouver la discrétion et la confidentialité des échanges qui doivent également être mentionnés lors des entretiens préalables au bilan de compétences. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits points de vigilance, des fois qui sont des rappels à la réglementation déjà existante, mais qui ont été intégrés sur le référentiel Calliope. Et deuxièmement, on a également certains éléments de preuve qui vont être spécifiques au bilan de compétences. Notamment, on retrouve sur l'indicateur 1 un support qui rappelle le cadre légal et réglementaire du bilan de compétences, ses objectifs, son financement, dans une logique de transparence par rapport aux bénéficiaires. Le fait qu'il y ait également des questions d'évaluation à l'issue de la formation et 6 mois après le bilan, notamment pour en mesurer l'impact. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et enfin, par exemple, sur l'indicateur 2, on va demander des indicateurs spécifiques au bilan de compétences, le nombre de bénéficiaires, le taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois, parce qu'on sait que c'est quand même assez important et ça a de l'impact. Combien d'enquêtes terrain ont été réalisées par les bénéficiaires, par exemple. Donc, c'est des indicateurs qu'on ne va pas retrouver par essence, par exemple, sur la formation. Donc, voilà. Donc, c'est des petites subtilités sur le bilan de compétences. C'est peut-être la prestation sur laquelle il y a, hors action de formation, où il y a le moins de spécificité. Typiquement, si vous êtes CFA, le niveau de complexité est quand même un cran supérieur. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a ces petites nuances à avoir quand on fait le bilan de compétences. D'ailleurs, par rapport à ces spécificités, comme tu le dis, Johan, avec ICPF, on propose différentes options qui permettent de préparer l'audit de certification. Mais quand on parle de préparation aujourd'hui, François, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, quand on parle de préparation, on parle de... Il faut franchir 3 étapes. Alors, si on veut faire les choses, je dirais, sérieusement et de manière pérenne, parce qu'après, on peut prendre des raccourcis. Mais si on veut faire les choses sérieusement, la première étape, c'est de maîtriser le référentiel qualité, c'est-à-dire de maîtriser, de comprendre le vocabulaire, de savoir ce que ça veut dire, d'être capable d'improviser, d'adapter ce vocabulaire à la réalité, ces principes à la réalité, construire une action de formation. Voilà. Ça, c'est, je dirais, la maîtrise. Alors, certains l'ont déjà parce qu'ils sont dans la formation depuis longtemps, ils ont travaillé en organisme de formation. D'autres qui arrivent ne maîtrisent pas du tout, ne comprennent pas. Et on s'en rend pas compte au bout d'un certain temps, mais moi j'ai mis 10 ans à comprendre qu'il y avait une gouvernance de la formation professionnelle, ce que c'était qu'un OPCA, et je faisais des actions de formation, j'avais 55 formateurs. Donc il y avait des choses, nous on est un peu dedans, mais quand on n'est pas dedans ou quand on arrive, on a du mal à comprendre tout ça. Bon. Ensuite, il y a de prendre le référentiel et de décrire sa réalité, son organisation, et d'être en capacité de démontrer le respect de l'indicateur, indicateur par indicateur. Donc ça, c'est ce qui se rapproche, c'est vraiment le contenu de ce qu'on va présenter à l'audit. Ça, c'est l'étape 2. Elle est vraiment indispensable. Ça n'existe pas des clients qui passent l'audit sans aucune préparation. Enfin, si ça arrive, mais c'est vraiment exceptionnel. Le type repart. Voilà, parce que c'est un achat d'impulsion dans certains cas. La certification Calliope, surtout quand ça se fait par plateforme. On a eu un client, 75 ans, avec sa femme, le week-end, paf, il passe sa carte bleue, 2000 €. Il a commandé un audit Calliope et le mardi, il nous appelle, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mais ils avaient planifié un audit Calliope. Voilà,
le week-end, quoi. Voilà. Donc après, on a annulé la vente, on les a remboursés, on le fait pas toujours, hein, mais il y avait un engagement. Mais voilà, c'est un achat d'impulsion. Alors c'est extrêmement rare, hein, c'est un cas sur 10 000. Voilà. La plupart du temps, on est préparé, voire surpréparé, et on a traité indicateur par indicateur. Alors après, il y a la phase de pré-audit où on s'entraîne, où là, nous, c'est une prestation qu'on propose. L'audit, c'est pas un acte spontané auquel les professionnels de la formation sont préparés. Le professionnel de formation, par construction, il facilite un processus de montée en compétences, il forme, ça c'est le naturel, et il a l'habitude de dominer. C'est-à-dire que quand vous faites un bilan de compétences, bah, vous dominez, vous menez l'entretien. Quand vous faites une formation, vous dominez, vous avez 30 stagiaires, vous dominez. Et quand c'est sur une journée, bah, en fait, le naturel reprend le dessus, et donc le formateur, au moment, il s'énerve parce qu'il est face à un auditeur qui apprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Et ça l'énerve, ça provoque une tension réciproque sur les premiers audits, et il y a beaucoup de stress. Moi, j'ai jamais vu un client, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai jamais vu un client la veille d'un audit ou juste avant l'audit qui n'était pas stressé. On est toujours un peu tendu, quoi. On n'est pas tranquille, voilà. On est content quand c'est fini, voilà. Et donc là, il y a quand même un entraînement qui est possible pour voir, bien comprendre, bien ressentir la posture de l'auditeur. Voilà. Donc ça, c'est la préparation. Alors, après, il y a le choix, est-ce que je fais une formation? Est-ce que je me fais accompagner ou pas? Nous, ce qu'on constate, c'est que, et donc je vais le dire de manière assez directe, hein, mais sans remettre en cause l'importance de la formation, de la montée en compétences. Nous, ce qu'on constate, c'est que 80% de nos clients, ils se préparent tout seuls. 20% se préparent, et il y a deux types de préparation. Il y a des préparations qui sont faites par des consultants qui sont très souvent pas compétents, en fait, et qui sont plutôt dans une logique de rapport de force avec l'auditeur, donc qui vous présentent une sorte de mythologie du combat, qu'il faut être offensif, faut se défendre, faut négocier. Alors, inutile de vous dire que ça, c'est des purges, et c'est pas du tout l'esprit qu'il faut faire, parce que l'auditeur est pas solvable par rapport à l'agressivité ou la négociation. Il peut rien négocier du tout. Nous, il a par-dessus lui, il a un chef auditeur qui vérifie. Le chef auditeur, il a un directeur technique, et le directeur technique, il a une entité qui s'appelle le COFRAC. Donc c'est notre certificateur à nous. Et donc moi, je passe une évaluation COFRAC tous les ans, et je suis comme vous, hein, je passe un audit, je suis pas tranquille, je suis même plus en direct maintenant, mais nous, on est évalué tous les ans, et donc on peut pas, nos auditeurs sont censés pas être solvables à la négociation. Donc ça, c'est pas le bon accompagnement, je dirais. Bon accompagnement, c'est un accompagnement où on monte en compétences, on va comprendre ce qu'on va faire, et surtout le dispositif, ce que vous allez présenter à la certification, il faut que ce soit le vôtre, parce que l'évaluation, la réussite de Calliope, c'est une chose, mais c'est un commencement. Après, le dispositif que vous avez fait auditer, il faut faire tourner pendant 18 mois, il faut faire des vraies actions de formation avec. Il faut que, si vous avez fait une feuille d'évaluation, faut l'obtenir s'il y a de vos clients. Donc, si c'est par exemple une évaluation toute faite auquel vous n'avez pas réfléchi, vous allez dire, nous on voit des questions, ils forment des techniciens de surface, et la question c'est: que pensez-vous? Comment évaluez-vous la stratégie pédagogique? Bon, il n'a pas le niveau culturel pour comprendre une question comme dans laquelle il y a stratégie pédagogique. Donc, on ne peut pas poser cette question. Vous voyez? Alors après, ça veut dire que vous avez un dispositif qui est lourd, avec beaucoup de papier souvent, et qui est difficile à faire vivre. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est mieux que vous vous formiez avant, de mon point de vue. C'est surtout si vous n'avez pas les bases, vous n'avez jamais fait de formation. Voilà, parce que ça, c'est pas validé par Calliope, mais ça, si votre dispositif vous correspond pas, là vous allez avoir des difficultés à le faire vivre. Voilà.
Et après, bon, vous faites ce que vous voulez, parce que moi, nous, on prend tous les clients et on a, si ça passe pas à l'audit initial, il y a l'audit complémentaire et après, si vous avez 3 mois pour rectifier le tir. Donc, Calliope, on l'a toujours. Hein. Les seuls qui l'ont pas, c'est ceux qui abandonnent. Hein, mais Calliope, on l'a toujours. Hein. C'est plus facile que le permis de conduire. Voilà. En tout cas, peu importe la décision sur les modalités de préparation de la certification, on propose l'option élaboration qui est un dossier en ligne dans lequel on peut implémenter ces éléments de preuve plus simplement. Le pré-audit, François, tu en as parlé. Et après, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin avec une prestation d'accompagnement, on met à disposition une liste d'organismes apparentés. Donc, c'est des organismes comme Garance et moi qui peuvent proposer une prestation d'accompagnement, une formation. Et donc, après, auprès d'eux, vous pourrez du coup avoir ce type de prestation. Nous, en tant que certificateur, on n'a pas le droit de le faire. Oui, j'ai oublié de préciser. L'option élaboration, ça vous permet de documenter indicateur par indicateur l'étape 2. Donc ça, parce que là aussi, en fait, vous allez faire un dossier documentaire une fois et vous pouvez oublier des indicateurs, alors que là, dans le programme, c'est documenté, tac, tac, tac. Et donc, vous êtes sûr, quand vous avez terminé, que vous avez tout rempli et vous pouvez le présenter à l'auditeur le jour de l'audit et le retrouver 18 mois après pour l'audit de surveillance ou de renouvellement. Alors, avant de passer à la slide suivante, je réponds à la question de Denis qui nous demande si on peut préparer et certifier donc sur Calliope. Donc, on ne peut pas préparer dans le sens de l'accompagnement puisqu'on a des limites au vu du COFRAC. On ne peut pas vous aider dans le sens du conseil. Garance et moi peut le faire, mais en revanche, on est le certificateur, donc c'est nous qui délivrons, qui réalisons l'audit et qui délivrons le certificat à la suite. Mais très, très exactement, en fait, vous allez concevoir un dispositif. Donc, ça, c'est important parce que si vous vous lancez dans l'activité bilan de compétences, vous allez concevoir un dispositif qualité. Et c'est ce dispositif qu'on audite. Donc, quand on est déjà organisé de formation depuis longtemps, on adapte ce dispositif, sa description à l'audit Calliope. Et quand on part de zéro, on le conçoit. Donc, c'est plus facile de le concevoir de zéro parce que on part d'une feuille blanche. Il n'y a pas adapter un existant, c'est complexe. Donc ça, alors nous, en tant que certificateur, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est vous aider à concevoir, et ce n'est pas notre métier, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est vous aider à concevoir ce dispositif. Voilà. Et c'est donc la frontière est tracée, voilà. Et c'est ça qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que le terme conseil est un peu générique. Les consultants dont je parlais tout à l'heure, ils ont que ça à la bouche, le conseil, le conseil, le conseil. À la fin, plus personne sait ce que ça veut dire. En fait, c'est pas tellement qu'on peut pas faire de conseil, parce que c'est pas ça qui est vraiment interdit. Ce qui est interdit, c'est de vous dire, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois construire, décrire ton dispositif qualité pour obtenir Calliope. Ça, on peut pas le faire. Et d'ailleurs, je dirais même que quand c'est un auditeur qui le fait, c'est moins bien fait que quand c'est un consultant. Parce qu'en fait, un auditeur, lui, il a l'habitude d'auditer. C'est un peu comme si vous appreniez à conduire avec un inspecteur du permis de conduire. L'inspecteur, il a passé toute sa vie à sanctionner des fautes, mais il n'a jamais enseigné la conduite. Vous voyez, enfin, en théorie. C'est pas son métier d'enseigner la conduite. C'est deux choses différentes. Enseigner, concevoir, c'est différent qu'auditer. Les auditeurs financiers sont pas forcément des bons DAF. C'est pas la même chose. Voilà. Merci François pour cette présentation. On va maintenant passer à la dernière partie, donc sur l'accès au financement, qui est la suite logique. Une fois que j'ai préparé donc la certification, que j'ai obtenu le certificat. Les sous. Comment faire pour accéder à ces fameux financements, Garance? Alors, je vais laisser Johan répondre à cette question. C'est Johan qui s'occupe de l'argent. C'est ça. Il a du bol, Johan, il fait la qualité et le pognon. Voilà. Et... un grand écart quand même. Voilà. Enfin, en formation, c'est pas si grand écart que ça quand même. C'est un petit grand écart. C'est dit, effectivement. Donc, se faire référencer sur l'offre, alors je l'ai déjà un peu abordé, on va aller juste à un petit niveau de granularité supplémentaire. Globalement, pour accéder à EDOF, EDOF, c'est le catalogue bon compte formation, hein, clairement, c'est l'aspect administrateur des organismes de formation, sur mon compte formation. Donc,
effectivement, première étape, satisfaire à l'ensemble des prérequis pour déposer la demande, c'est-à-dire un numéro de déclaration d'activité valide, avoir obtenu Calliope, être à jour de ses obligations légales, fiscales, sociales. Voilà. Ça c'est des éléments de toute façon qui vont être demandés au démarrage de la demande. Premier sujet. Donc, vous avez un formulaire de demande de référencement qui existe aujourd'hui, hein, de la Caisse des dépôts. Vous le trouvez assez facilement, même par une simple recherche Google, je pense que c'est assez aisé. Et vous allez devoir fournir un certain nombre de pièces justificatives. On va dire à ce niveau-là, ça va être surtout des éléments permettant de valider l'identité de votre entité. Si jamais vous êtes éligible, vous allez envoyer on va vous demander des pièces complémentaires qui vont être un peu plus fines et qui vont aussi dépendre un petit peu de votre statut. Mais globalement, ça va être des éléments peut-être sur vos sous-traitants, vos programmes de formation, voilà, plein de choses de cet ordre-là que vous allez devoir fournir vraiment pour justifier aussi à la Caisse des dépôts que votre offre, elle sera éligible et bien éligible au CPF. Si jamais vous satisfaisez à ça, voilà, c'est une deuxième étape, vous allez recevoir un lien pour suivre un webinaire d'information qui a notamment vocation à vous expliquer comment mettre une offre conforme sur la plateforme. Et une fois que tous ces éléments-là ont été validés les uns après les autres, vous recevrez enfin le Graal, c'est-à-dire vos identifiants de connexion à la plateforme. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous aurez la possibilité de saisir l'offre sur mon compte formation. Alors, ça peut s'apparenter à un parcours du combattant, il ne faut pas se mentir. En général, ça se passe bien avec un peu de patience, mais on va dire entre la première et la dernière étape, on va dire que c'est environ 2 mois. Et potentiellement, vous pouvez avoir des premiers refus de la Caisse des dépôts. Donc, il ne faut pas s'affoler là-dessus. Alors, ça retarde un petit peu l'arrivée sur mon compte formation, mais des fois, il suffit simplement de modifier un petit peu les documents, d'apporter des éléments de compréhension voilà, à la Caisse des dépôts. Mais en général, on finit par y arriver, même si ça peut être voilà, un peu laborieux. Mais si jamais c'est vraiment un enjeu pour vous, ça vaut le coup de vous accrocher. Voilà. Et juste en complément, Johan, il faut pas oublier que même si ça peut vous paraître compliqué, ça n'est rien avec ce qu'on vivait il y a quelques années, où on remplissait des documents papier déjà, et il y avait autant de documents à remplir, enfin de dossiers d'habilitation, que de nombre d'OPCA à l'époque. Donc, oui, c'est compliqué, mais c'est une seule et unique démarche. Versus, oui. Il y avait combien d'OPCA à l'époque, Johan? Il y en avait 20, voilà. Alors, nous, on ne faisait pas forcément les 20, mais je pense qu'on était habilité au moins à une dizaine d'OPCA. Donc, c'était 10 dossiers à déposer avec des critères différents, des modalités de dépôt différentes. Enfin, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est complexe, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Oui, la stratégie de la... parce que je rencontre du monde de temps en temps, et donc j'ai fait un dîner avec Franck Morel, qui était le conseiller du Premier ministre lors de la réforme de 2019. Et donc, il expliquait il faisait un retour sur cette réforme et sur Calliope, et il expliquait que la stratégie de cette réforme, c'était d'ouvrir grand les fenêtres. Donc là, ils n'ont pas été déçus. Et après, de les refermer progressivement. Voilà. Donc là, depuis 1 an et demi, la Caisse des dépôts, elle referme un peu. De ce fait, elle augmente en utilisant sa plateforme des critères, des indicateurs administratifs qui sont traités en volume. Donc en fait, ce qui fait que c'est validé par la plateforme et c'est validé par des contrôleurs, mais qui doivent regarder des dizaines, voire des centaines de dossiers dans la journée. Donc en fait, la stratégie qu'on doit avoir, c'est qu'il faut vraiment être hyper conforme sur le plan formel au départ. C'est vraiment mettre les papiers dans les bonnes cases, ce qui est très proche de ce qu'on faisait pour le NDA avant, c'est-à-dire c'est vraiment la maîtrise du vocabulaire et il faut peser chaque phrase. Et bon, il y a des spécialistes pour ça. Moi, j'en suis pas, mais c'est un savoir-faire de savoir ce qu'il faut mettre exactement dans la case, ce qui n'est pas forcément logique en apparence. Et le document, vraiment le document qui va bien. Et c'est voilà. Et ça, donc il y a un aspect digital et un aspect humain. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on fait passer son dossier qui va passer une fois. Après, on est référencé, on n'y pense plus, on oublie, quoi. C'est comme le NDA. Voilà. Mais si on l'a pas et ça passe pas. Voilà.
Mais nous, on doit avoir une dizaine d'appels par mois de clients qui sont en difficulté, qu'on reroute après sur des consultants qui trouvent toujours le moyen de débloquer la situation. Voilà. Merci pour ces derniers mots. On va pouvoir maintenant passer à la conclusion avant de repasser sur les questions-réponses. En revanche, je vois qu'il est déjà 15h30, donc on va peut-être pas avoir le temps de les traiter. En tout cas, vous aurez à disposition les coordonnées de Garance et moi et les nôtres. Donc pour les questions qui nous concernent l'un ou l'autre, vous pourrez revenir vers nous. Donc Garance, pour conclure, que peux-tu nous rappeler sur l'activité du bilan de compétences ? Pour conclure, les trois points principaux à retenir, c'est qu'en effet, le bilan de compétences est clairement un levier pour votre activité. Encore une fois, ça répond à une demande croissante. Le bilan est en croissance exponentielle depuis plusieurs années. Ça vous permet d'accéder à des financements et notamment à celui du CPF. Et ça vous permet de diversifier votre catalogue de formation. Donc, j'ai qu'une recommandation, c'est évidemment d'y aller. Et puis, je vais laisser bien sûr Thomas ou François rebondir sur Calliope, mais en tout cas, vraiment sur le bilan de compétences, allez-y, formez-vous. Encore une fois, c'est indispensable de le faire, notamment pour obtenir son NDA, mais au-delà de ça, pour pouvoir délivrer des prestations de bonne qualité. Mais c'est un très bon investissement, selon moi, si vous êtes indépendant ou organisme de formation. Je vais alors, en ce qui concerne Calliope, donc l'essentiel, c'est que si vous avez un NDA, et déjà Calliope, vous allez faire une extension, si vous voulez vous engager dans le bilan de compétences, vous allez faire une extension au bilan de compétences. Donc là, vous pouvez présenter votre demande. Si vous n'avez pas encore Calliope, vous allez demander un audit initial. Voilà. Et ensuite, donc, la formalité que vous aurez à accomplir, c'est le référencement EDOF. Voilà, moi, de mon point de vue, avec recul sur presque 41 ans de formation, je dirais, je comprends complètement la nécessité d'acquérir le métier, donc de se former pour être capable tout de suite de satisfaire ses clients. Je pense que ça, c'est indispensable. Le bilan de compétences, c'est un métier, ça je l'ai bien compris. Donc oui, je crois qu'il faut se former au métier, indiscutablement, savoir faire une synthèse, savoir faire une phase initiale. Voilà. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que là, il y a une opportunité qui n'était pas perçue par le marché, mais il y a une vraie opportunité, à mon avis. Ça répond vraiment aux besoins de face à face. On a mis le mot face à face, mais de pouvoir se poser avec un professionnel qui fait ça toute la journée et d'échanger sur sa carrière, sur ses compétences. Moi, je me rends compte, nous, on recrute un grand nombre de personnes. On a 50 collaborateurs, 90 sur Tétran. Vraiment, le problème numéro 1, c'est le recrutement, l'intégration, le management. C'est vraiment le problème. Et déjà, quand on est avec des collaborateurs qui savent où ils sont, qui savent ce qu'ils font, qui ont les compétences, qui sont conscients de leurs compétences, déjà, c'est parfois laborieux. Mais alors, quand on est avec des personnes qui ne connaissent pas leur niveau de compétence, qui se croient compétents, qui ne savent pas vraiment où ils vont, qui ne savent plus pourquoi ils font le métier auquel ils postulent ou pour lequel vous les avez embauchés, ouais, c'est compliqué. Et bon, moi, j'ai pas mal de collaborateurs que j'enverrais bien faire un bilan de compétences qui sont partis d'ailleurs, mais il y en a pas mal qui auraient besoin de ça aujourd'hui. Je pense que c'est important les métiers changent. Voilà, ça, c'est les métiers changent. Et c'est important, je pense, d'être conscient que le métier qu'on fait, il a changé. Voilà. Si je prends, voilà. Et donc, ça. Après, bon, je trouve que Garance et moi, c'est une entreprise dynamique. Là, vous faites un bon tandem. Et on a envie voilà, moi, j'aurais envie de faire du bilan de compétences. Là, voilà, peut-être que. Écoute, François, ça a l'air intéressant. Voilà. Tu es le bienvenu chez nous. Voilà, j'ai 2-3 choses à régler. Je vais donner ma place à Thomas et j'arrive. Merci à tous. Et puis alors, sinon, record de questions. On est à 70 questions. Donc, je ne sais pas comment va faire Thomas. J'aimerais pas être à sa place. Voilà.
Il y avait une Ben, question, là, Thomas, pardon, il y avait une question sur les acteurs de la compétence, sur oui, tout à le fait. montant d'adhésion. J'ai répondu par erreur, enfin, j'ai fait une petite fausse J'ai manip. vu. J'en suis navrée, pardon Thomas. J'ai pas la réponse à cette question parce que ça dépend de votre chiffre d'affaires en fait. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je peux vous mettre le lien dans le chat de la fédération et vous avez un petit formulaire à remplir pour devenir adhérent et on vous renseignera sur le sujet. Voilà. Avant de traiter quelques questions, d'ailleurs, je me demande si de votre côté, vous avez du temps pour rester avec nous sur le traitement de quelques-unes de ces questions. Mais en tout cas, on a quelques rappels avant d'y passer. Donc, j'ai vu des demandes dans le chat, notamment. Je vous confirme que vous aurez accès au support de webinaire, donc au format PDF ainsi qu'au replay, en accédant au questionnaire de satisfaction. Il vous sera envoyé par email à la fin de la présentation. Donc, complétez-le et vous aurez accès à ces 2 liens pour retrouver les éléments pour les personnes qui seraient peut-être arrivées en retard ou qui seraient parties peut-être avant ou qui voudraient tout simplement retrouver autant de fois qu'ils le souhaitent le contenu. Donc vous avez nos coordonnées, celles de Garance et moi et les nôtres. Donc pour Garance et moi, donc c'est le 01 43 87 87 07 où depuis le support, vous aurez aussi un accès à leur site internet. Je vous invite à y accéder de cette manière. Et de notre côté, donc vous avez notre numéro de téléphone, le 01 82 83 56 40 ou par email à l'adresse infocertif-cpf.org. Donc vous pouvez déjà nous contacter. Je pense qu'aussi de côté de Garance, il y a des personnes qui sont déjà disponibles pour répondre aux questions. Donc faites-le si vous le souhaitez. Et de notre côté, on va poursuivre le webinaire pour les personnes qui sont encore disponibles pour rester encore quelques instants, puisque comme François le disait, on a un nombre important de questions à traiter. Alors, en sachant qu'on a déjà pu en traiter une partie pendant le webinaire et également à l'écrit tout au long. Alors, une première question de Dominique. Pour la demande de NDA, faut-il un premier contrat de formation pour un bilan de compétences ou un premier client qui financera avec ses fonds propres? Alors, pour obtenir un NDA, hein, c'est précisé hein, sur le site du ministère, il y a tous les éléments. Il faut évidemment une première convention signée. Ça ne veut pas dire que forcément la prestation a démarré, mais il faut en tout cas qu'il y ait une première convention signée, donc un premier client qui a été trouvé. Et évidemment, en général, ça va plutôt être via des fonds propres. Donc soit l'entreprise, soit un particulier lui-même, puisque de fait ne pas avoir, on ne va pas forcément être éligible au financement, même si c'est tout à fait possible. Je dis ça, mais ça reste possible de déposer une demande auprès d'un financeur, sauf que le financement ne pourra pas être réalisé tant que le NDA ne sera pas délivré. Donc en fait, on peut faire la demande de financement, mais ce financement sera conditionné à l'obtention du NDA. Donc, si je reviens à la question initiale, ce n'est pas très clair, on a besoin d'une convention de formation signée pour faire cette demande de NDA. Oui, en fait, et d'ailleurs, je complète, il vous faut à minima une action pour avoir le NDA et pour passer Calliope. Alors, ça peut être une action très simple, qui n'est pas forcément financée d'ailleurs, donc mais il faut une action réalisée. Donc, vous pouvez si vous n'avez pas d'action en cours, hein, vous pouvez faire établir une action avec une relation hein, et donc là, il faut qu'il y ait une action de formation. Alors là, en l'occurrence, dans la catégorie de bilan de compétences, il faut un bilan de compétences. Donc, il faut avoir une prestation, même pas forcément facturée, mais réalisée pour avoir Calliope. Donc, autant utiliser la même. Voilà. Une question de Noura. Une micro-entreprise, je vais y arriver, qui a un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros par an et qui a son NDA, peut-il faire financer le bilan de compétences par le CPF? Alors, je réfléchis, je ne vois pas de contre-indication. En fait, le fait d'être micro-entreprise n'empêche pas d'aller chercher Calliope aujourd'hui, donc de potentiellement proposer son offre au CPF. Et en tant que sous-traitante, elle est exemptée de Calliope. En tout cas, elle n'a pas la nécessité d'avoir Calliope pour travailler avec un donneur d'ordre qui fait du CPF, mais elle peut tout à fait le passer également, ne serait-ce que pour proposer ensuite des prestations en propre. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais Thomas a disparu. Mince, j'ai viré Thomas. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Je voulais arranger mon écran.
Alors, Peut-être qu'on va reprendre les questions. Ah bah le voilà. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, je vais reprendre au niveau des questions. Alors, j'en vois une. Quelles sont les modalités d'inscription à la formation de Garance? Question posée par Daniel. Alors, je vais vous mettre dans le chat le lien de notre site sur la formation. En fait, c'est très simple. Il faut assister à un webinaire que j'anime moi-même qui vous explique le contenu de la formation et de la certification, parce que je vous le rappelle, on est à la fois formateur et organisme certificateur, hein, comme l'évoquait François tout à l'heure. Et donc, il faut assister à un webinaire, puis après, on a un petit process d'intégration, mais je vous mets dans le chat le lien de notre page si cela vous intéresse. Une question posée également par Laurence. Recrutez-vous? Quels sont les acteurs qui recrutent le plus dans le marché? Alors par contre, je ne sais pas à qui s'adresse la question, si c'est pour Garance ou plutôt côté ICPF. Alors, nous, on recrute des auditeurs salariés. On a 4 recrutements en cours d'auditeurs salariés en Île-de-France et un à Marseille. PACA. Voilà. Et du coup, si je prends la question concernant Garance et moi, alors nous, on recrute, on va dire, de manière assez régulière des nouvelles consultantes et des formatrices, superviseuses, tutrices, mais on a un système qui fait que ce ne sont que des formations qui ont suivi la certification, accompagner les transitions professionnelles. C'est notre moyen de veiller à ce qu'elles répondent aux prérequis, aux exigences de qualité qu'on a. Et donc, du coup, c'est uniquement par celles qui ont suivi ce parcours et qui ont obtenu la certification. Et on recrute à peu près une vingtaine de coachs, enfin entre 20 et 30 coachs par an. Là, on va d'ailleurs ouvrir probablement une session de recrutement à la rentrée. Mais comme le disait Johan, on ne prend que des personnes qui sont issues de la certification pour des raisons de contrôle de la qualité, en fait. Donc, je vois que Laurence, vous avez suivi notre formation. Merci beaucoup pour votre petit message qui fait très plaisir. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé, il faut suivre la formation. D'abord, c'est le prérequis. Et puis ensuite, on a un certain nombre de critères, en effet, pour le recrutement. Alors, je vois une question de Maurice qui a été posée. Je pense qu'il a eu la réponse. En tout cas, on peut revenir dessus si besoin. Donc, pour réaliser des bilans de compétences, la certification est obligatoire. Doit-elle être spécifique au bilan de compétences? La réponse est oui. Et si oui, comment l'obtenir? Eh bien, on a présenté la démarche. Donc, le premier point pour vous, donc, c'est d'effectuer une demande auprès d'un organisme certificateur comme nous sur notre plateforme. On vous enverra donc la proposition, réaliser l'audit, et une fois l'audit réalisé, obtention des certificats, et ensuite il faudra donc suivre les démarches présentées par Garance et moi pour justement faire bénéficier vos stagiaires des financements via cette activité. Question suivante posée par Ali. Le positionnement peut-il être sectoriel? Exemple sur les secteurs de la santé. Je pense notamment à l'activité de bilan de compétences. Oui, tout à fait. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une spécialisation à la fois sur un public ou sur un secteur d'activité. En revanche, il faut que vous respectiez le cadre réglementaire, donc les 3 phases qu'on a évoquées, la confidentialité, etc., etc. Mais vous pouvez adapter ce cadre dans votre accompagnement à un public spécifique ou à un secteur spécifique. Tout à fait. On a une autre question posée par Laurence aussi, cette fois-ci qui concerne le statut. La démarche est-elle la même en tant que freelance et en tant que centre? Oui, la démarche est la même. La seule différence, si je ne me trompe pas, Johan, c'est vraiment l'obtention de Calliope. Donc ça dépend de votre statut. Si vous êtes en micro-entreprise, vous êtes exonéré quand vous êtes sous-traitant d'un autre centre de bilan de compétences. Et quand vous êtes en direct, vous devez obtenir Calliope pour pouvoir bénéficier du CPF. Donc, c'est la seule différence. Oui, sachant que la notion de centre de bilan de compétences n'a pas vraiment de définition juridique. À partir du moment où vous êtes donneur d'ordre et que vous faites du bilan de compétences, même si vous êtes tout seul, vous êtes considéré comme un centre de bilan de compétences. Donc, absolument. Ce n'est pas tant une histoire de statut que de savoir si vous êtes le donneur d'ordre ou le sous-traitant.
Une petite nuance quand même, pardon, sur le fait d'être en freelance ou d'être sous-traitant d'un centre de bilan de compétences, c'est que quand vous êtes en direct, il ne faut jamais négliger que la part réservée à l'accompagnement dans votre journée va être assez minime parce que vous allez devoir gérer des sujets de qualité au sens administratif du terme. Vous allez devoir gérer des sujets de dossiers de financement, c'est-à-dire monter les dossiers de financement de vos clients, et vous allez devoir faire du commercial. Je sais que c'est une question qui avait été posée aussi, c'est comment je trouve des clients. Ben ça, c'est un vrai savoir-faire de trouver des clients, et donc vous allez complexifier vos missions, vos tâches, et donc la part réservée à accompagner, à faire du bilan de compétences va être assez réduite, et vous allez faire d'autres missions, d'autres tâches qui vont prendre une grande partie de votre journée. Donc, il faut aussi bien être au clair sur qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et nous, on a des consultantes qui sont consultantes prestataires chez nous parce qu'elles n'ont pas du tout envie de gérer cet aspect-là du métier, à savoir monter un dossier de financement France Travail, aller chercher des clients, faire du marketing, de la communication, etc., etc. Elles veulent faire que du bilan de compétences. Et c'est la raison pour laquelle elles font le choix d'être sous-traitantes chez nous. Une Oui, question. et de là, l'ambiguïté le fait que c'est pas complètement adopté, de leur demander d'avoir Calliope. Absolument. Et c'est pour ça que on a pour ces professionnels-là, on a un dispositif spécifique dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire qu'on peut passer l'audit en tant que sous-traitant, et du coup, on n'a pas à remplir, à satisfaire les indicateurs liés à François, on t'a perdu. Ouais, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. le fait d'avoir des clients en direct ou le fait de devoir communiquer sur une offre. Voilà, les critères 1 et 2. Voilà. Et tu fais allusion, François, à la version 9 du guide de du guide, qui est sorti, et donc qui était un peu le nouveau guide adapté aux sous-traitants. En tout cas, on prend en compte enfin la spécificité des sous-traitants et où effectivement il y a des indicateurs qualité qui ne s'appliquaient pas de fait aux sous-traitants parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise d'œuvre de certaines activités. Exactement. Par exemple. On a une question qui a été posée, deux questions qui sont assez similaires, qui se complètent. Une première question posée par Carole. Je suis organisme de formation certifié Calliope et j'envisage de demander l'extension pour le bilan de compétences. Est-ce que dans ce cas, il faut avoir réalisé un bilan de compétences au préalable? Et une autre question posée par Marie. Donc, une action de bilan de compétences déjà réalisée, mais en sous-traitance, peut-elle faire office d'action d'entrée pour l'audit d'extension? Alors, je peux répondre à la première question. Donc, il n'y a pas d'obligation d'un point de vue réglementaire d'avoir suivi soi-même un bilan de compétences pour demander l'extension et de faire soi-même du bilan de compétences. En revanche, moi, je considère que c'est bien de l'avoir vécu de l'intérieur. Donc, voilà, c'est une recommandation un peu personnelle, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire. Je crois que la question était plutôt, est-ce qu'on doit présenter une action de bilan de compétences réalisée? Oui, c'est ça. Ah, pardon, ok. C'est pas dans le suivi, c'est dans la réalisation, en effet. À l'audit Calliope? Oui. Oui, donc là à l'audit Calliope, il faut une action qui peut être non facturée, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais oui, il faut une action. Mais réglementairement, non. Voilà. Et si celle-ci est effectuée en sous-traitance, est-il possible de la présenter? Oui, si vous démontrez que c'est, si vous démontrez la maîtrise des exigences qualité, si vous avez tous les documents, oui. Oui, d'ailleurs, l'audit, vous pouvez très bien être considéré comme donneur d'ordre sur une action de formation, typiquement la formation professionnelle, et se voir appliquer le référentiel de sous-traitant sur bilan de compétences, par exemple. Oui. C'est tout à fait possible. On scinde vraiment les actions de formation. Bon, alors, dit comme ça, et dans le stress de l'audit, quand vous le passerez, c'est un point à revoir et à préparer, soit avec l'auditeur qui vous appellera avant l'audit, voilà, pour être sûr que ce que vous allez faire est conforme. Mais enfin, globalement, il faut une action, voilà, et ça peut être l'action que vous avez effectué en tant que sous-traitant. Bon, après, il y a voilà, c'est bien de le dire en webinaire comme ça, et puis après, c'est une autre chose, la veille de l'audit. On perçoit ça différemment, donc à revalider après. Mais enfin, nous, c'est un sujet. Avant l'audit, on a beaucoup de questions. Le service client, il y a beaucoup de questions. Donc, vous pourrez poser la question sur le chat et ils ont certainement une réponse toute faite
Voilà, c'est une question récurrente. La question suivante posée par Olivier, ça me fait penser à une autre question qu'il a été plus tôt, sur l'activité de bilan de compétences. Est-il possible de la réaliser en 100% digital? Une autre question que je n'ai pas sous les yeux, mais qui demandait si aujourd'hui l'activité de bilan de compétences se fait plutôt à distance ou en présentiel. Donc c'est ces deux questions complémentaires. Alors oui, c'est possible de faire du bilan de compétences 100% à distance en digital, c'est ce que nous on fait. Nous, on est passé d'un centre de bilan 100% présentiel avant le Covid à un centre de bilan 100% en distanciel depuis le Covid. Donc, c'est tout à fait possible de réaliser 100% des accompagnements à distance. Mais je crois qu'aujourd'hui, majoritairement, Johan, je te laisse compléter, le bilan de compétences se fait plutôt en présentiel encore aujourd'hui. Alors, c'est plus vraiment le cas des derniers chiffres que j'avais vus. C'était encore le cas, mais ça varie assez des sources de la Caisse des dépôts. A priori, aujourd'hui, on est plutôt à 2/3 à distance ou hybride. Donc, voilà, donc il y a avec une partie présentielle et plutôt 1/3 de total présentiel. Voilà, c'est des modalités qui sont de plus en plus. Où des fois, on rencontre le consultant ou la consultante au démarrage de la prestation pour déjà un peu briser la glace et ensuite, ça peut se réaliser à distance pour les autres. C'est des choses qui font tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on est sans humain. Voilà. Donc ça, je tiens à le préciser parce qu'on n'a pas encore abouti et peut-être que ce sera légiféré au bilan de compétences fait par une IA qui vous parlait. On n'en est pas encore là, mais je pense que le sujet risque d'être abordé pour le bilan, mais aussi pour la formation, pour plein d'autres choses. Voilà. Alors, j'ai une question à laquelle on a, je pense, déjà répondu, mais dans une autre situation. C'est vrai que chacun a son propre parcours, ses propres expériences, donc peut-être des questions qui diffèrent. Cette fois-ci, une question de Sylvie. Je suis formateur en massage bien-être, certifié Calliope, mais pas CPF. Puis-je proposer un bilan de compétences? Alors, sans autre élément de contexte, c'est difficile. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à l'exigence quand même pour réaliser une prestation, d'avoir quand même les qualifications nécessaires par rapport à ça. Donc, ce que je comprends, c'est que ce monsieur fait des massages, ou en tout cas des formations en massage, mais il a sans doute peut-être des compétences qui permettraient de justifier qu'il puisse proposer du bilan de compétences. Voilà, pour moi, ça dépend vraiment de ces éléments-là, sans autre élément, je ne peux pas trop m'avancer. Oui, parce que là, concrètement, comme il a déjà un NDA, il lui faut Calliope et l'extension Calliope, mais après, encore faut-il être en capacité, effectivement, de réaliser la prestation conforme à la réglementation. Voilà. Et puis, dans le cadre du référencement sur mon compte formation, il y a des éléments quand même à faire. Ah oui, parce qu'il vérifie. Oui, d'accord. Oui. Ah ouais, c'est ce double contrôle-là. Et donc là, il risque d'y avoir peut-être un… je n'ai pas plus d'éléments que ça, donc mais c'est une zone de risque. Alors, pour revenir sur la partie contexte, dernière question, pour quelles raisons les indépendants ne peuvent pas faire seuls les bilans de compétences sans passer par un organisme Calliope? Alors, pourquoi les prestataires ne peuvent pas… Je pense que Garance a répondu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne les empêche de le faire eux-mêmes, sauf que gérer un centre de bilan de compétences, c'est pas seulement faire de la prestation, et c'est souvent peut-être moins faire de la prestation que gérer tout l'annexe. En fait, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut avoir conscience que vous n'allez pas faire que de l'accompagnement, que du bilan de compétences, vous allez devoir gérer, comme le disait Johan, de l'administratif, vous allez devoir obtenir Calliope, bien sûr, vous allez devoir monter les dossiers de financement. Et moi, je peux vous dire qu'on a 3 personnes à temps plein qui font que ça chez Garance et moi. C'est quand même, il n'y a pas que le CPF, il y a les financements des régions, il y a France Travail, il y a plein de financeurs, il y a des financements sur le plan de développement des compétences. Donc, il faut quand même être un peu aguerri, c'est un vrai métier de monter des dossiers de financement dans le marché de la formation. Et puis, il y a du commercial, c'est-à-dire que les clients, il ne suffit pas d'être sur Edoff pour avoir des clients qui vont vous tomber tout cuit, qui vont vouloir faire un bilan de compétences avec vous. Donc, il faut vraiment juste avoir ça en tête. Et là, pour le coup, c'est une question de choix très personnel. Et pour le coup, moi, j'ai vécu les deux. J'ai démarré Garance et moi en étant consultante moi-même en bilan de compétences. J'ai très vite arrêté parce que
je ne pouvais pas tout faire. Et moi, mon souhait, c'était plus de développer une vraie structure que réellement moi-même faire de l'accompagnement. Mais j'aurais été très malheureuse si je voulais faire que de l'accompagnement parce que finalement, j'avais tout un tas d'autres activités qui me prenaient une grande partie de mes journées. Ouais, je comprends ça parce que je vois à 1800 € le bout, il faut quand même faire du flux, il faut avoir un peu de volume. Et donc, si je vois sur les formations CPF à 4 ou 3 000 à 4 000 €, 3 000 à 4 000 €, même pour une entreprise, c'est un budget. Et 3 000 à 4 000 € le flux est 2 fois moins. Tandis qu'à 1800, il faut quand même en faire, je pense, minimum entre 5 et 6 par mois pour vivre. Et il faut vraiment être très bien organisé si on est tout seul pour faire les prestations, le commercial, l'administratif, et que tout s'enchaîne. On doit y passer tous les week-ends, à mon avis. Enfin, si ça tourne. Parce qu'en fait, l'unité n'est pas suffisamment importante. Ouais. Absolument. Bon, je pense qu'on a dépassé largement le temps de webinaire. On a pris le temps de répondre à un maximum de questions. J'invite d'ailleurs les personnes qui auraient toujours des interrogations à revenir vers nous indiquer si c'est votre objectif dans le questionnaire de satisfaction. On reste disponible. Voilà, j'invite Garance, Johan et François à ajouter quelques mots peut-être avant de mettre un terme à la présentation. Et je vous remercie pour la qualité de votre intervention et aussi les questions qui ont été posées. Donc merci pour l'ensemble des messages, les remerciements aussi, et le fait que vous avez pu faire vivre l'échange, c'était le but de cet exercice de webinaire. Merci beaucoup François et Thomas pour votre invitation. On était ravis, Johan et moi-même, d'être parmi vous aujourd'hui. Puis on espère que vous repartez avec plein de réponses, des éléments activables. Et bien sûr, on est également à votre disposition si vous souhaitez soit être accompagné sur la partie Calliope ou vous former éventuellement sur le bilan de compétences. En tout cas, on sera ravis de vous renseigner si c'est le cas. Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit, Garance. Merci beaucoup vraiment pour l'invitation. Et moi, en tout cas, je souhaite beaucoup bonne continuation à tous ceux qui étaient là présents. Bonne chance pour éventuellement de futurs audits, le développement d'activités. Courage, accrochez-vous et on est là. Voilà. Merci à vous tous. J'étais très heureux de contribuer à cet événement et j'ai appris des choses sur le bilan de compétences. Et je laisse le mot de la fin à Thomas, qui a été brillant dans l'organisation et l'animation de ce webinaire. Absolument, merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retourne le compliment aussi sur la partie intervention. J'ai également appris des choses sur le bilan de compétences, donc merci pour l'intervention. Et puis à nous maintenant de vous aider dans vos démarches de certification et pour la partie développement de votre activité. Donc à bientôt, à une prochaine. Au revoir et bonne fin de journée. À bientôt, merci. À bientôt.